de dire jetez tout votre équipement parce qu'on arrive avec le nouveau verre. C'est pas on fait un carré et un rond, est-ce que vous préférez le rond ou le carré? On s'en fout. Il y a besoin de voir l'heure sur une box. On n'achète pas une box pour avoir l'heure. On a l'heure partout chez soi. Oui, c'est vrai. On l'a sur son micro-ondes, on l'a sur son four, on l'a sur sa télé, on l'a sur son téléphone. Enfin, bon, je pense que la première des compétences à avoir pour un designer, c'est... Salut! Dans ce premier épisode, je reçois Pierre Garner. C'est un des 3 fondateurs du studio de design Helium Studio, qui a été fondé par Marc Berthier il y a 25 ans. Ils ont imaginé énormément de produits que vous avez déjà tous vus, voire même utilisés, comme la radio Tika de Lexon, la balance Weezings pour suivre votre poids et toutes vos données de santé pour prévenir d'un potentiel problème. Ils ont aussi créé la nouvelle Freebox Pop, et c'est aussi eux qui sont à l'origine de la vaisselle en plastique chez McDo. Dans cet épisode, Pierre va vous expliquer toutes les contraintes auxquelles ils ont dû faire face pour faire la nouvelle Freebox, et comment ils ont abordé la problématique de la vaisselle en plastique chez McDo, avec des détails complètement fous que personne ne voit, mais qui sont essentiels pour que le projet fonctionne. Pierre vous expliquera aussi comment faire un échec commercial à coup sûr, même avec un produit qui a un excellent design. Il vous donnera aussi ses conseils pour cultiver votre intuition et dessiner des produits qui soient cohérents et remarquables. Alors vous verrez que j'ai eu quelques petits soucis avec les sous-titres, mais pas de panique, parfois c'est juste ça veut rien dire. J'espère quand même que ce premier épisode vous plaira, et étant donné que les présentations sont déjà faites, on peut commencer directement dans le vif du sujet avec leur premier produit chez Weezings. Bon épisode. On a continué un peu avec Lexon et on a initié une deuxième collaboration qui a été très structurante pour nous en 2008 avec Weezings, Oui, qui est une entreprise française dans les objets connectés. qui est juste derrière Pour d'ailleurs, laquelle on a... derrière toi. Voilà, Ouais. il y a une des balances. Ouais. Et à l'époque, on a dessiné pour eux, en fait, ils ont conçu la première balance connectée du marché. Ok. En 2008. On était au tout début des objets connectés. Il y avait très peu de choses qui existaient. Il y avait eu le Nabasdac, le Lapin, quelques projets comme ça. C'était le tout début. Et ils avaient vite senti l'intérêt qu'il y avait de venir faire converger des objets du quotidien avec une connectivité pour amener du service en plus. Okay. Et le domaine de la santé, évidemment, a été pour eux un terrain d'expression assez naturel. Parce que dans la santé prédictive, voilà, prendre des mesures régulièrement, c'est assez clé. Et donc, on a eu la chance de travailler avec eux sur de premiers personnes connectées. Et pourquoi, une des premières questions que j'aimerais te poser, c'est pourquoi du coup faire appel à un designer dans ce cas-là? Parce que quand on est une société de pèse personnes, par exemple, on se dit, ok, on fait un carré, les gens, ils montent dessus, et après, c'est que de la data. Enfin, là, dans le cas de Weezing, c'est que de la data. Donc, en quoi le designer, lui, le designer industriel, parce que vous êtes quand même designer industriel et designer produit, comment le designer, lui, il va mettre sa patte derrière ça? C'est quoi son intérêt? Quelle place il prend dans ce projet-là? Alors, il y a plein de dimensions, et alors surtout, même si ça peut paraître comme ça anodin avec le pèse-personne, qui est un produit qu'on utilise très peu dans la journée, voire même pas tous les jours, mais en général, là, l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser quotidiennement, mais qui est un objet assez intime. Oui. C'est un objet sur lequel tu montes et qui te renvoie une donnée, alors, pour le coup, très intime, avec laquelle on n'est pas toujours à l'aise, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. La notion du poids est une donnée un peu... Voilà. Oui. Donc, et en fait, on connaissait Eric Carrel, un des cofondateurs de Weezings depuis longtemps, de son entreprise précédente. On avait déjà eu des collaborations ensemble sur des box, entre autres, Internet. Et il avait bien aimé notre approche du design. Et là, justement, l'accompagnement a consisté à dire comment sur ce produit qui finalement est assez technologique, parce que c'est un produit, c'était une balance qui mesurait le poids, mais aussi l'impédance métrique, et qui devait être connectée, on peut arriver à en faire un produit qui va s'utiliser de la manière la plus intuitive, simple possible, en limitant le nombre de frictions, de façon à ce qu'on puisse peser de manière très simple et naturelle dessus. Et il y avait plein de challenges. Okay. À l'époque, toutes les balances impédance-métrie, elles avaient des plaques en métal. D'accord. Parce qu'il faut faire monter un courant électrique. En fait, on fait passer un petit courant électrique dans le corps pour pouvoir mesurer la masse graisse, la masse osseuse, etc. D'accord. Okay. Et dès le début, en fait, on a commencé à travailler sur des hypothèses de plaques métal et on s'est rendu compte que quel que soit le dessin qu'on leur donnait, il y avait un côté assez anxiogène. Tu n'as pas envie de monter sur des plaques en métal, pas très naturel. Et en même temps, tu as l'impression que tu vas te prendre
même si c'est minime, mais une décharge électrique. Je ne sais pas pourquoi on te fait monter sur des électrodes. L'autre problème, c'est que les balances. Donc là, on a beaucoup travaillé sur ça, et très vite, on a réussi à identifier avec eux des technologies ITO, qui est une métallisation du verre par un vernis sur le dessus, et qui permet d'éviter d'avoir des électrodes métalliques. Donc ça a été le premier travail de design, c'était de dire comment on peut faire disparaître la technologie. Déjà, pour ne pas la rendre visible sur le dessus du pèse-personne. La deuxième, c'était travailler avec eux pour dire, nous, on veut arriver à un produit où, en fait, on n'a pas besoin de le réveiller et on n'a pas besoin de dire qui est dessus, parce qu'il y a plusieurs personnes de la famille qui peuvent utiliser le pèse-personne, et il faut attribuer la mesure à la bonne personne. Et les pèse-personnes à l'époque, la plupart des pèse-personnes électroniques, il fallait soit les allumer, soit les réveiller, attendre qu'ils se mettent à la tare, à zéro, et après tu montais dessus. Et ça, c'est des frictions. Donc on a dit, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur... et nous, donc c'est des échanges avec eux, pour dire, nous, on voudrait un pèse-personne, on monte dessus et basta. Automatiquement, il fait la mesure et il reconnaît qui on est. Comme on est connecté, il sait reconnaître avec la masse graisseuse, avec le poids, quelle personne de la famille est dessus. Et donc d'attribuer les mesures. Et ensuite, c'était faire un design qui puisse s'intégrer dans un maximum, qui puisse à la fois être fort. Alors, c'est toujours le paradoxe des injonctions contradictoires auxquelles on est souvent confronté. C'est qu'il faut qu'on fasse des produits qui soient à la fois en termes d'identité, qui soient porteurs d'une identité assez forte, qui ait du sens. Et en même temps, on se bat, nous, enfin en tout cas on essaye de faire des produits qui ne soient pas trop invasifs, y compris visuellement. Qui restent discrets, qui ne soient pas rose fluo, qui soient quand même assez discrets. Qu'on puisse une forme d'over-design, qui peut être une forme de facilité d'ailleurs, quand on fait du design, qui est de créer le geste un petit peu en trop, qui va faire une sorte de bruit, alors au mieux gratuit, au pire anecdotique, et qui en plus devient, voilà, et d'essayer de trouver justement cet équilibre pour dire, voilà, on veut des produits qui soient extrêmement simples dans leur expression, mais qui n'en demeurent pas moins avec quelque chose d'intéressant, et un produit sur lequel on va avoir une relation, encore une fois, intime. On va alors, je ne dis pas qu'on va avoir envie de posséder, on ne veut pas créer, on ne veut pas utiliser ces leviers-là, mais en tout cas, qu'on est content d'utiliser. Ouais, c'est ça. Et qu'on y retourne, parce qu'il y a l'enjeu aussi et il y a l'enjeu de la récurrence. J'ai plaisir à l'utiliser, de la récurrence, parce que si on l'utilise qu'une fois et qu'on se dit, bah, j'ai acheté une balance WeThings et au final, je m'en sers une fois par mois, si ça a trop de friction, exactement. Donc là, maintenant, c'était un des enjeux. C'est de dire, voilà, comment on monte dessus, on fait la mesure, je repars. Toutes mes données sont automatiquement ensuite mémorisées et ensuite je peux suivre mon évolution de poids. Voilà. D'où l'intérêt de travailler avec, en tout cas, j'espère pour eux, de faire appel à design pour dire, on va pas simplement faire un carré de 30 par 30 avec 4 jauges de pression et un écran. C'est ça. Ouais, parce qu'au final, ça aurait pu être fait par des ingénieurs purs et durs et ils auraient mis comme tu disais, une grosse plaque en métal et puis basta. Ils n'auraient pas forcément pensé à ce que l'humain aurait perçu de l'objet. Ils se seraient dit, bah ça fonctionne, donc pourquoi faire une plaque en métal, enfin pourquoi faire une plaque en verre, nano-fibré, tout ça, alors que juste le métal, ça fonctionne très bien. Donc le designer va beaucoup plus loin que ça. Il va penser à est-ce que les gens vont se mettre pieds nus potentiellement sur la balance, qu'est-ce qu'ils vont ressentir, comment ils vont interagir avec l'objet, où est-ce qu'ils vont le ranger, est-ce qu'ils vont le laisser de sortie ou pas, est-ce qu'ils vont le montrer. Enfin, ça va être beaucoup plus loin en fait dans l'usage du produit. Et c'est toutes les questions qu'on s'était posées à l'époque, et à tel point qu'on avait fait d'ailleurs, alors qui était au départ d'ailleurs une contrainte technique, il fallait qu'on ramène la conductivité des électrodes qui étaient donc là sur un vêtement ITO sur la carte électronique en dessous, sous le verre. Et donc, je ne sais pas si tu te souviens, le premier pèse-personne qu'on doit pouvoir deviner là, là-bas, là, on avait une pastille en métal au centre qui permettait en fait de cacher des agrafes qui ramenaient la conductivité sur le PCB. Et cette pastille en métal, qui au départ était une contrainte un peu technique, en fait est devenue une signature. Et à la fin, c'est devenu un peu l'élément signature de la balance WeThings, qui a même été repris par énormément de concurrents, et c'est presque devenu
en 2012, donc 4, 5 ans, 6 ans après, quand les balances connectées ont commencé à se généraliser sur le marché, nous, on suivait un petit peu et c'était marrant parce que ça devenait presque un élément signature des balances connectées. Ouais, c'est ça. C'était en fait l'élément qui voulait dire on est connecté sans forcément regarder l'étiquette, quoi. C'était. Sans forcément le dire. Ouais, c'est Voilà. ça. Mais Ouais, tout le monde avait repris un peu ces codes-là et c'était assez marrant de voir comment tout le monde s'était un peu accaparé ce code-là, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, c'est bon. surtout les Chinois. C'est bon signe, du coup. Ça veut dire que ça fonctionne et Surtout que les les gens Chinois. Ah, mais c'est connaissent. très très bon signe. Ouais. Bon, parfois, il y en a qui s'en sont rapprochés un peu trop près. Ouais. Mais voilà. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. Ouais. Et par exemple, enfin, vous avez fait d'autres collaborations qui sont assez connues, notamment avec Free et McDo. Ouais. Comment ça se passe, par exemple, quand Free viennent vous voir? Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui les intéresse, eux, de venir voir un designer? Parce que pareil, ils ont vu Stark, ils ont vu Jasper Morrison, ils ont vu vous. Donc, qu'est-ce qui va les faire se dire, tiens, il nous faut un designer pour la nouvelle box? Quelle relation ils ont avec ça? Et puis, comment ça se passe la Alors là, création? je vais pas parler à la place de Xavier Niel parce que je Ouais, sais que c'est lui qui, a priori, a initié la première collaboration avec Stark ouais. il y a plus de 12 ans avec la Révolution. Mais je pense que là, c'était assez évident. Il y avait la volonté de dire finalement qu'on va faire passer cette box Internet qui était un objet alors, qui est un objet utilitaire en fait, on en a Mmh. besoin chez soi, donc un objet très technique, très technologique et Ouais. free. Pour le coup, dès le début, leur positionnement, c'était, je sais pas si tu te souviens des premières box de free avant la Révolution, c'était quand même des designs assez de geeks, on va dire. Non, je t'avoue, je me souviens pas trop. C'est juste celle de Stark qui m'avait marqué parce qu'il Bon, avait. bah, tu feras une recherche, tu Ouais, regarderas la Freebox avant Stark, je l'avais chez moi, et tu verras que c'était un produit de geek. ok, Voilà, ça marchait bien, ok. mais que tu mettais pas au milieu de ton salon, Ouais, c'est ça. que tu cachais. Et comme là, ils ont fait à l'époque une offre, pour le coup, assez alors, je reprends ces termes, révolutionnaire, parce Mhm. qu'à la box, ils ont associé aussi le lecteur DVD à l'époque, qui permettait voilà, et d'en faire une vraie station presque multimédia chez toi, avant Ouais. l'heure. Le fait de s'adosser à un designer signature connu, ça Mhm. donnait encore plus d'impact, parce que du coup, là, la volonté était vraiment de ramener le produit au centre Ouais. de ton univers multimédia chez toi. Voilà. Ok. Et du coup, ils ont fait une super démarche Ouais. design il y a un avant et un après, clairement. Hein. Mhm. Alors, il y a eu la Livebox de Orange, hein, mais il y a eu un avant et un après. C'est sûr que ça a amené. Ensuite, ben Morrison, je pense que c'était la volonté de continuer l'histoire avec un autre designer, avec Ouais. la Delta. Bon, avec un positionnement Un peu plus haut de luxe. gamme, Ouais. ouais, Avec collaboration avec De qui, Vialet, tout qui, ça, donc avec un en son. collaboration avec De Vialet, avec un son, voilà, bon, et manifestement, donc là, encore une fois, on n'a pas bon, moi j'ai pas les chiffres, on n'a pas discuté, mais voilà, qui a peut-être pas eu Le succès attendu. l'écho qu'ils auraient peut-être voulu avoir, en tout cas en termes de, voilà, de positionnement un peu haut de gamme. Mhm. Et du coup, ils sont venus nous voir avec la volonté de créer une offre qui était parallèle à la Delta, hein, parce que Ouais. la Delta était toujours. D'ailleurs, après, quand nous on est sorti, la Pop est sortie, il y avait la Delta, il y avait la Révolution, il y avait la Pop. Mais l'idée, c'est d'offrir vraiment de concevoir une offre sur les fondamentaux de Free. Ok. Donc Accessible, l'accessibilité. Ouais, voilà, c'est ça. accessibilité. Ouais. Voilà. Donc, Donc, pas une box qui a des fonctions additionnelles comme la Delta, qui était ouais. positionnée très multimédia, mais vraiment une box qui t'amène l'essentiel chez toi. Ouais. Une bonne gateway, un Mhm. bon Wi-Fi et la set-top box à côté pour pouvoir regarder tes programmes à la télé. D'accord. Plus un répéteur, donc un écosystème complet. Mhm. Le répéteur aussi Wi-Fi qui permettait d'équiper complètement ta maison en Wi-Fi pour ceux qui ont des maisons voilà, Ouais, un peu grandes. assez grande. Et comment ça s'est passé du Voilà. coup le projet, par quelle phase vous êtes passé et enfin vos problématiques autour de ça, parce que c'est quand même assez technique à l'intérieur. On le voit d'extérieur, on se dit oui, bon, c'est un petit cercle, un petit rond blanc, on se dit oui, bon, il n'y a pas eu grand travail dessus, mais au final, il y a quand même beaucoup Il y en a de. plein. Ouais, donc il y Alors, a quand c'est même. énormément parti. Et là, on a eu la chance de collaborer avec une super équipe chez Free, dont Pierre Verdu, qui était Mhm. en charge un peu de tout le design et l'expérience chez Free. Euh, et en fait, on a énormément discuté avec les équipes Ouais. de Pierre et Pierre.
Verdu, pour essayer qu'il y avait énormément de retours d'expérience. Ok. Et donc, il y avait une volonté de se dire, voilà, on va faire une box, effectivement, voilà, sur les fondamentaux de Free, une bonne gateway, avec Mhm. des très bonnes caractéristiques techniques. Et on veut faire en sorte que, alors bien sûr, l'installation, la mise en route, etc., et toute la maintenance soit la plus évidente possible, parce qu'on sait que c'est les points de friction. C'est souvent un produit que tu reçois chez toi, que tu dois installer tout seul. Ouais. Et puis quand tu n'as plus Internet, ça crispe un peu. Ouais. Voilà, ça fait partie de ces services qui sont très compliqués à designer, enfin, même pour les entreprises qui fournissent ces services-là, parce que quand ça marche, c'est normal. Quand ça marche, et en fait, souvent, tu te rends compte de l'entreprise qui est derrière que quand il y a un problème, Ouais, c'est ça. en fait. Ouais, parce que quand ça Et marche, en c'est fait, un peu tu fort sais humain. que ça marche, mais quand tu as un problème, tout de suite, ah, c'est Free, ah, c'est Orange, ah, Ouais, et tu te tournes vers eux. ouais, ouais, Voilà. complètement. Donc, Ok. ils détestent, mais en fait, quand tout va bien, tu n'as pas de point de contact Mm. avec eux. Donc, ils ont des retours qui peuvent très vite être très négatifs. Donc, il faut essayer d'accompagner et d'anticiper ça. Ça fait partie du design, de l'expérience. Mm. Et donc, il y avait un premier enjeu qui était sur la confidentialité des informations. Il y a eu un gros travail sur le Wi-Fi pour pouvoir, sur le répéteur, il y a eu tout un travail qui avait été mené, donc, qui se traduit aussi par du soft, pour pouvoir sécuriser et pour pouvoir protéger aussi l'accès Wi-Fi. Et puis, sur la box, ils nous avaient fait des retours assez intéressants. Ils avaient des problèmes de Wi-Fi et en fait, ils s'apercevaient que souvent, c'était lié à une mauvaise utilisation de la box par leurs utilisateurs, mais Ok. trop souvent naïvement. En fait, ils viennent mettre des choses dessus, par exemple. D'accord. Ils viennent poser des livres sur leur box. Ouais. Alors, ça Il y a peut le paraître, risque tu te dis, bah qu'elle oui, brûle, ou alors il y a je des. pose quelque chose dessus. Et ça a deux conséquences. C'est que ça fait chauffer l'électronique et donc ça crée une obsolescence prématurée des composants. Et la deuxième, c'est que ça impacte aussi les performances Wi-Fi. D'accord. Après, Ouais. les personnes qui font ça se plaignent qu'ils ont un mauvais Wi-Fi, mais en même temps, ne font pas la corrélation directe entre le Mm. fait. Donc, parmi tous les sujets qu'on a dû adresser, il y avait ce sujet-là. Et là, on a eu l'idée de leur dire, finalement, on va peut-être créer une sorte ils avaient un autre problème, c'est que les écrans qu'ils utilisent sont des écrans qui aussi sont allumés en permanence. Et outre la pollution lumineuse et la consommation électrique, alors qu'on peut juger marginale, mais qui multiplié par le nombre de box n'est pas tant que ça, Ouais, ouais. se multiplie, les écrans vieillissent très vite. D'accord, ok. Et parce qu'on est sur des technologies OLED, et donc la durée de vie d'un écran OLED est pas si longue que ça. Ok. Et du coup, on leur a proposé de mettre l'écran sur le dessus et d'éteindre. Alors, première réaction dans les discussions, oui, mais les gens, ils veulent voir l'heure. Mm. Il y a besoin de voir l'heure sur une box. On n'a pas une box pour avoir l'heure. On a l'heure partout chez soi. Oui, c'est vrai. On l'a sur son micro-ondes, on l'a sur son four, on l'a sur sa télé, on l'a sur son téléphone. Enfin, bon, Ouais, on n'achète pas une horloge. Enfin, quand je prends l'abonnement chez Frisch, je ne cherche pas à avoir l'heure dans mon poche. oui, c'est vrai. Ça marche. Ouais, mais ça, c'est un peu les points d'habitude où les gens se disent ah ouais, mais on Mais s'habitue oui, à avoir parce l'heure. que quand il y avait un écran, Ouais, c'est du ça. coup, l'écran, il permet de voir que la box marche. Ouais. Et du coup, tiens, puisqu'on a un écran pour voir si ça marche, on met l'heure. Bon, Mm. oui, effectivement, c'est un usage qui peut se justifier, mais là. Et donc, le fait de mettre dessus, du coup, ça permet. Alors, c'est une sorte de nudge, on va dire quasiment, mais effectivement, ça évite que les gens posent des livres ou autre chose sur la box. Ça permet d'éteindre l'écran, donc de rabaisser la consommation, d'augmenter la durée de vie et d'améliorer aussi la connexion Wi-Fi. Ok. Après, le deuxième, c'est que c'était assez. C'est des objets qui sont. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est des objets qu'on est obligé d'avoir chez soi, Ouais. qui doivent avoir une identité assez forte, parce qu'ils portent quand même derrière Free, Mm. avec toute l'offre de services qu'il y a derrière. Et en même temps, tu n'as pas envie d'avoir un objet bruyant dans ton salon. Tu es obligé de l'avoir, parce que bon, voilà, aujourd'hui, on peut difficilement se passer d'Internet. Mais en même temps, tu n'as pas envie d'avoir une sculpture, bref, Ouais, un ok. objet qui va encore être un peu bruyant. Mm, mm. Et donc, c'est toujours un petit peu cet arbitrage. Et là, on a proposé d'avoir un produit, alors voilà, toujours très simple, forme géométrique, ronde, ce qui ne plaît pas aux âgés.
Parce que dès qu'on met Faire de de la place. l'électronique dans une forme ronde, Ouais, forcément, ça marche pas bien. L'électronique, ça rentre mieux dans des boîtes carrées que ouais, dans des ouais, boîtes rondes, on le sait ouais, bien. complètement. Ouais. Mais on voulait aussi communiquer le côté de la diffusion 360. Ok. Le fait que c'était un produit qui venait voilà, te donner accès et qui finalement n'avait pas de sens, puisque comme on avait remis sur le dessus Mhm. l'écran, il n'y avait plus trop. Alors il y a un avant-arrière par la connectique, mais voilà, on voulait vraiment symboliser un objet qui avait plus. Et finalement, qui a une forme de sobriété qui fait que quand tu le regardes sur la tranche, tu vois rien. Encore une Ouais. fois, on est très attaché à faire disparaître la technologie, Mhm. voilà, Ok. qui pour nous est un moyen, mais n'est pas une finalité. Donc, Ouais, mettre complètement. l'écran sur le dessus, ça fait que quand tu es posé chez toi, finalement, tu vois souvent qu'une voilà, la bande extérieure, mais tu vois quelque chose de Mhm. très sobre. Tu n'as pas de LED, donc il y a une toute petite LED qui est en sous-cutanée très légère, juste pour te dire tu es connecté, Allumé, quoi. Ouais, mais c'est c'est ça. tout. Ok. Juste pour dire, mais qui est très très légère, c'est vraiment le Mhm. minimum, juste pour rappeler C'est juste que voilà. pour rassurer l'utilisateur et dire, regarde, tu es bien connecté, c'est bien allumé et C'est bien connecté, elle est ouais, c'est très ça. légère et elle s'allume plus fort quand il y a un problème. Et en fait, après l'écran, on l'a vraiment travaillé l'UX. Et alors Mhm. là-dessus, les équipes de Free ont fait aussi un énorme travail pour que quand tu as un problème, tu as un retour d'information très clair D'accord. sur la nature même du problème et sur ce que tu peux faire. Voilà, pour pas te Ok. laisser avec trois lettres qui clignotent, Mhm. tu sais pas ce que c'est, tu as Ouais, c'est ça. ETH qui clignote trois fois et tu te dis Ouais, donc faut aussi un gros travail aussi sur, bah, comme tu le dis, le fait de rassurer les gens parce que quand ils t'appellent, c'est quand ça va pas. Donc, que ça va et quand pas. ça va pas, Il en faut bien général, ils accompagner. sont frustrés et ils sont en colère. Donc, faut tout faire en amont pour pouvoir les calmer, les rassurer, leur dire, voilà, le problème n'est pas si grave que ça. Exactement. Et ça, il faut anticiper ça au maximum. Ouais. Voilà. Ok. Et après, il y a toute une partie cachée dans la conception, si on rentre un peu plus dans le détail, Ouais. c'est que au-delà de la sémantique de l'objet, donc après c'est devenu un peu un élément signature, hein, Mhm. ce disque avec cet oblong noir au centre qui est toute l'interface utilisateur qui est symbolisée uniquement dans cet oblong noir. Ouais. Tout le reste, c'est un objet très sobre. Ouais. On a beaucoup travaillé avec eux pour être le plus compact possible. Donc c'est un produit, pourquoi? Parce que c'est des produits qui sont shippés et qui peuvent faire des kilomètres avant d'arriver chez toi. Ouais. Et donc, on voulait limiter l'impact environnemental au transport, donc faire le produit le plus compact possible. Ouais. Ça, c'était essentiel. Pour en mettre plus Et dans c'est un un. produit, quand tu le regardes, on a C'est pour. anticipé vraiment une approche. Ouais. Pardon? J'ai dit, c'est pour en mettre plus dans les livraisons, dans les Exactement. cargos. Ouais. Exactement. Donc, de pouvoir sur les palettes, palettiser, comme on dit, un Mm. maximum de produits sur des palettes standards, Mm. parce que tu vas limiter l'impact du transport, tu vas pas transporter du vide. La deuxième chose, c'est des produits, quand tu prends un abonnement chez un opérateur Internet, la box ne t'appartient pas. Elle appartient à l'opérateur et le jour où tu résilies, tu dois renvoyer Ouais. les éléments. Donc il y a toute une partie du parc qui est ce qu'on appelle reconditionné. Mhm. Donc, ensuite, il est remis en service. Donc il est remis à neuf et Ouais. remis en service. Donc on a anticipé le reconditionnement. Donc en fait, toutes les pièces de la box sont recyclées et recyclables. D'accord. On n'a pas mis de printing, tout est démontable. Donc il n'y a pas de printing, il n'y a pas d'impression sur la pièce Ouais. blanche. Donc Mm. elle peut se démonter, elle peut se recycler facilement. Et en remettant simplement un capot, tu repars pour un tour sur une Mm. box. Ouais, donc elle a Et une ça durée de permet de vie reprendre comme ça, de qui est remettre sur le significative. circuit et de prolonger la durée d'utilisation des box de façon à limiter l'impact. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'on sait que les produits électroniques ne sont malheureusement pas les moins impactants. Mm. On en parlera peut-être après plus tard de l'approche qu'on peut avoir dans le domaine, mais Ouais. ils ne sont pas les moins impactants. Voilà. Donc, effectivement, on s'est posé beaucoup de questions pour essayer de limiter l'impact. Ouais. Et ensuite, avec les équipes ingé, pour limiter la consommation électrique de la box, quand elle se met en veille et même en utilisation. Voilà. De façon à ce que, aussi bien sur la fabrication que l'utilisation, et qu'ensuite le reconditionnement, et en même jusqu'à la fin de vie, on arrive à limiter au maximum l'impact. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'est un vrai travail de l'avant, le pendant et l'après, quoi. Il y a toute une Exactement. question de comment on va le fabriquer, une question de comment il va être utilisé, où est-ce qu'il va s'il est cassé, où est-ce qu'il va si la personne se désabonne, comment on l'échange et comment ça repart dans le Exactement. circuit après derrière, quoi. Ok. Ouais. Et même au niveau de la fabrication, la conception au niveau de la fabrication, l'optimisation des pièces,
Ouais. et l'organisation pour faciliter la fabrication, pour limiter le coût. Enfin, tout ça, ça fait partie de la conception. Mais Donc, on ça, travaille avec les équipes. en cahier des charges, c'était avant, vous saviez quels composants étaient mis dans la box, vous saviez quel matériau allait être utilisé. Alors, les matériaux, ça, c'est nous qui préconisons. Ok. Alors, des fois, on peut avoir des matériaux sur des projets où on va alors, j'allais dire nous imposer. En tout cas, il y a des fois, on peut être sur des domaines de produits où on a des impôts, on a des matériaux obligés, Ok. qui sont de normes ou de sécurité. Ça peut arriver. Mais là, en l'occurrence, on était assez libre. Après, sur la partie électronique, alors, on n'a pas le détail de tous les composants, mais on a des discussions avec eux sur la taille Ouais. dont on a besoin. Donc, au L'encombrement début, global, quoi. ils n'ont pas encore fait la carte électronique, ils ont fait le design. Donc, on va parler en surface Ouais. de PCB. Et puis ensuite, on a tout un travail, mais là, on travaille avec eux, voilà, parce que ce que tu vois pas dans la box, et on a fait un énorme travail, et où les ingénieurs ont fait un énorme travail aussi, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'aération visible. C'est des Ok. produits qui chauffent. Hmm. Et en fait, toute l'aération est masquée. Et donc, il faut créer des mouvements de convection optimisés pour permettre de refroidir la box convenablement. Là, comme sur les Mac, Donc, ça aussi, sur les Mac mini, où les petits Mac, pareil. où il y a l'air qui rentre par en Voilà. dessous et qui du coup ça a une Et circulation donc d'air. là, il rentre par en dessous, il ressort au niveau de la connectique. D'accord. Et Ok. donc, il faut arriver à gérer ce flux-là sur les composants qui chauffent. Ouais. Donc, il y a tout un travail aussi d'organisation de la carte Hmm. pour s'adapter à ça. Donc, en fait, il y a plein de dimensions. Quand tu conçois un produit qui paraît tout simple comme ça, Ouais. quand tu le vois, pour aller le chercher, il est à côté. Mais quand tu le vois, tu te dis, il est extrêmement simple. Et en fait, à tous les niveaux, Ouais. en Il y a des fait, problématiques. il y a énormément de questions qui se posent jusqu'à l'ordre des connectiques à l'arrière. Hmm. Dans Ah quel ouais. ordre tu vas organiser tes connectiques? Ah Et ouais. ça, on se pose des questions parce que quand tu déballes ta box, il faut que la personne sache combien de connectiques on va mettre au minimum, combien on va mettre au maximum. Donc, quelles sont les connectiques primaires, les secondaires, Hmm. et voir celles qui vont être utilisées par le geek qui va vouloir brancher 3 disques durs derrière. Hein. Voilà, mais voilà. Et donc, parce que si je comprends bien, vous recevez le brief de Free. Ils veulent vous dire, ah, on veut une nouvelle box pour telle date. Et vous restez, enfin, vous communiquez avec eux, vous parlez avec eux, donc vous connaissez un peu les problématiques et le cahier des charges. Mais après, vous, en studio, comment ça se passe? Est-ce que comment dire, vous passez plein de fois en maquette et vous leur dites, bah voilà, nous, on a trouvé une solution, c'est celle-ci et on pense que c'est la meilleure? Ou alors c'est vraiment beaucoup d'échanges à se dire, voilà, on pense qu'il faut aller par là. Eux, ils vont dire, on peut pas. Du coup, il va falloir se réadapter à ce qu'ils peuvent faire. Et puis vous repartez. Et puis en fait, c'est une sorte de ping-pong à se dire, bah voilà, la meilleure solution, c'est une Alors, discussion commune. Et ça vient pas que de nous. Parce que vous, le cercle blanc, il a été initié par Helium Studio. Mais ouais. comment Free réagit face à ça en fait? Est-ce qu'ils se disent ok, on n'a pas le choix parce que c'est vous ou comment, enfin, c'est quoi le dialogue derrière? Alors, d'abord, c'est toujours un travail collaboratif. Ouais. On n'a pas, nous, on n'est pas, on cherche pas à imposer un design en disant c'est ça, prenez ça, et sinon c'est ça ou rien. Ouais, ouais. Ça, pour le bien industriel, c'est compliqué de fonctionner comme ça. Il y a trop de contraintes, on vient d'en Ouais. parler. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans la conception d'un produit, aussi simple soit-il dans son apparence. Et donc, c'est toujours des ajustements à faire Mm. pour essayer de converger vers la meilleure solution possible. Ok. Donc là, en l'occurrence, nous, quand on a un brief, comme Free, au début, on va avoir des discussions avec eux pour essayer de bien comprendre le périmètre de l'étude. Donc, on essaie de cerner un petit peu quelles sont les questions fermées, celles où on sait que là, on n'aura pas le choix, Ouais. et puis celles qui sont ouvertes, celles qui sont questionnables. Ok. C'est un travail un peu de diagnostic. Ok. Essayer de comprendre un petit peu où ils en sont. Après, au-delà de la partie technique, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la box? Comment elle est positionnée? Bon, on sait qu'on va s'adresser, là pour le coup, c'est pas des box que les gens achètent, ils achètent un abonnement. Donc la box, en fait, on te l'impose. Tu n'as pas le choix. Tu n'achètes pas une box. Tu vas pas chez Free parce que tu veux la box pop. Tu vas chez Free parce que tu veux l'abonnement à 29,99 € par mois avec les services qui sont donnés. À la rigueur, la box, ça serait immonde.
pense que les gens l'apprendraient quand même. Ouais. Non, mais Oui, c'est vrai, parce c'est qu'en une fait, bonne œuvre. un peu le prétexte, la box, c'est un peu le prétexte. Enfin, c'est pour dire, bah, vous voulez cet abonnement-là, bah, il vous faut cette box, en fait. Donc, c'est Voilà. logique, quoi. Bon. Alors après, Free a l'intelligence, et c'est pas les seuls, mais ils ont l'intelligence de se dire, bah, utilisons ce vecteur-là pour avoir un Ouais. produit qui aussi porte une image Mm. au-delà de ça et une expérience qui soit bonne. Et l'expérience, c'est une box bien conçue. Ouais. Au-delà des performances techniques qui sont importantes. Donc, une fois qu'on a posé ce diagnostic, nous, c'est vrai qu'on a l'habitude en général. Donc, nous, on est une équipe de 8 personnes Ouais. chez Liam. On est tous designers. Je n'ai pas fini la présentation tout Oui, à l'heure. oui, Mais nous, on travaille comme un studio. On est très horizontal. En fait, on se définit plus d'ailleurs comme un studio, comme une agence. Pour être passé en agence quand j'étais jeune, ouais. il y avait souvent le responsable de l'agence, et puis il avait ses designers juniors, et puis il te posait un sujet sur la table, et puis il te dit, bah, tiens, cette semaine, tu bosses là-dessus, et tu étais tout seul à bosser sur ton sujet, puis ton voisin, il bossait sur autre chose. Ouais, c'est ça. Nous, tout le monde bosse dessus. Donc, quand on a un sujet comme Free qui arrive, toute l'équipe est briefée, toute l'équipe prend le sujet, et chacun va essayer de répondre. Voilà. Alors, en fonction de son envie, il y en a qui vont en fonction du sujet, il y en a qui vont s'impliquer plus ou moins Oui, ouais. dans le sujet, mais tout le monde participe, D'accord. en fait. Et vous Et avez en tous un les ingénieur moments, en interne? non, Non, vous n'avez pas on n'est d'ingénieur? que des designers. Que des designers, ok. Ok. Que des designers. Alors, il se trouve que depuis plus de. Ouais, ça fait 25 ans maintenant, donc on a fait quelques projets, on a collaboré avec pas mal d'ingés, on commence à avoir un vernis de compétences techniques qui nous permet de discuter relativement correctement avec pas mal d'ingés dans pas mal de domaines différents. Ok. Mais on n'est pas ingé. Ok. Donc nous, on va tous travailler ensemble. Et là, on a une période, alors c'est un peu un tunnel pour les entreprises avec qui on bosse. Je sais qu'à l'heure du design thinking, c'est pas très bien, mais nous, on assume complètement ce tunnel-là. Parce que ce qui nous importe au début, c'est de poser une vision. Plus que d'apporter une réponse design dans le détail qui nous intéresse pas trop, c'est de se dire comment on répond à ça. Ouais. Quelle est la question qui nous est posée? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Et la première étape du projet, ce qu'on a fait avec Free, c'est qu'on leur a proposé peut-être à l'époque, je sais, en général, on présente 3 concepts qui sont 3 visions qu'on a sur le projet. D'accord. Voilà. Et qui tous vont activer quelque chose. C'est pas on fait un carré et un rond, est-ce que vous préférez le rond ou le carré? On s'en fout. Oui. On essaie vraiment d'adosser ça sur une réflexion Ouais. en termes de qu'est-ce qu'on transmet comme perception, comme valeur, comme expérience, comme usage, tout en restant bien sûr dans les créneaux dans les valeurs de celle de Free. Hein. Ouais, il faut qu'il y ait du sens en fait. Bon, si ça finit sur un rond, il faut que le rond en fait, il y ait toute une histoire et tout un découlé de se dire, Derrière, en fait, il est logique, il vient pas de juste un coup de crayon et parce qu'on n'est que ça comme inspiration. Il faut vraiment comprendre que il y a tout un questionnement et le rond en fait est juste la finalité de tous ces questionnements-là et c'est le plus logique. Quoi. En fait, exactement. On est arrivé à ça et on est arrivé à cette expression avec cette signature-là, avec toute l'interface qui était matérialisée sur un seul endroit, sur le dessus du produit. Ouais. Et il se trouve que ça leur a plu. Et ensuite, on a travaillé avec eux et toutes les équipes de développement interne pour justement faire converger toutes les contraintes et pour arriver au meilleur résultat possible. Donc, après, il y a beaucoup d'échanges. Donc là, on va faire des maquettes. Donc effectivement, nous, voilà, on va faire des maquettes d'abord, on les fait chez nous. On a un atelier maquette qui nous permet de prototyper un certain nombre de choses. Et puis ensuite, on va passer sur des maquettes d'aspect avec un prototypiste extérieur. Et puis ensuite, des maquettes fonctionnelles avec les équipes techniques dès qu'on a les premiers composants électroniques, les premiers PCB qui sont dispo pour vérifier que tout fonctionne. Et puis ensuite, on ajuste. Et puis on finit jusqu'à la fin ce qu'on appelle le CMF. Donc les couleurs, les matériaux, les finitions, le choix des textures, les marquages Lego, on peut passer beaucoup de temps, mine de rien. Ouais. Voilà. Pour pas qu'ils soient trop visibles. Tous les marquages Lego convenablement, optimiser les aérations, voilà. Tous ces enjeux-là, on les travaille jusqu'au bout. Ok. Donc c'est vous qui faisiez la conception aussi en interne pour Free, donc c'est-à-dire que Free n'a pas de... Enfin, c'est vous qui allez faire les moules d'injection 3D, c'est vous qui allez faire les... Non, c'est eux qui font tout, c'est Free. Okay. Nous, on ne fait pas. Ok. Non, nous, on ne fait pas. Nous, on fait des 3D design, on leur remet des 3D design, et eux, Free, alors de toute façon, c'est dans l'ADN de Free, ils ont toujours conçu leur box pour le coup, eux de A à Z. C'est un des rares opérateurs même au monde, hein, je ne sais pas, je peux pas parler, mais en tout cas en France,
à concevoir leur box de A à Z Ok. en interne. Ils ont des électroniciens, des AG méca, enfin, tout est fait en interne. Donc, ils maîtrisent parfaitement le design, Ok, parfait. Et la donc, conception des box. ouais, donc ça a été une collaboration qui a été hyper dans la discussion et vraiment dans l'échange Toujours. pour refaire le produit Ouais. comment dire, le plus pertinent possible pour. Le plus pertinent possible. Ouais, Tous les projets sur lesquels on travaille, globalement, parce que nous, on fait que du produit, c'est ouais. 80, c'est tout. Voilà. On est très attaché à ça et on passe beaucoup de temps en collab. En fait, faire un produit, c'est long. C'est le temps d'étude, Bah ouais. design d'un produit, c'est long. Alors, Là, vous avez mis combien souvent, de temps, quand par on. exemple? Je l'ai plus en mémoire, mais parce que Free aussi, il y a des délais qui sont liés euh, au test qui poussent très loin. Avant de mettre la box sur le marché, ils poussent très loin leurs tests, plus que D'accord, certaines. d'accord. Donc j'ai pu, mais en moyenne, de toute façon, un produit, c'est entre 18 et 24 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Voilà, Ouais, c'est 2 ans en moyenne, environ. Ouais, grand max, 2 ans. ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Entre le moment où on commence l'étude design et le moment où le produit est sur le marché, Mm, voilà. c'est ça. Donc 18 mois, c'est bien. ouais. Il y a toute une étude aussi derrière faut prévoir, enfin, faut pas être à la mode, entre guillemets, parce que si on est dans la tendance, ça veut dire que ça va sortir 2 ans après, il y a potentiellement le fait que le produit ne sera plus tendance, donc il faut aussi prévoir le Alors, fait d'être le plus minimaliste possible et le ouais. plus pur possible, quoi. Alors, en tout cas, nous, c'est un peu dans l'ADN du Ouais. studio de faire des produits. On essaie de jouer sur l'intemporalité, en tout cas d'avoir des produits qui s'inscrivent un peu dans la durée. Mm. On s'appuie beaucoup sur les archétypes quand on peut le faire. Mhm. Donc, justement, pour essayer de les réinterpréter et s'inscrire dans une histoire et essayer de durer un peu. Euh, voilà. Après, sur des produits comme ça, l'obsolescence, quand on fait un design qui est maîtrisé et bien dessiné, alors faire simple, enfin, tu Très sais bien, compliqué. t'es designer, Ouais, ouais. c'est un peu le plus compliqué. Ouais, ouais. C'est voilà, c'est malheureusement, enfin voilà, c'est quand ça paraît évident, tu dis, Mm, mais mm. c'est souvent le plus Ouais. compliqué et c'est plus tentant de faire un produit un peu chargé et Ouais. bruyant parce que tu te dis tiens tout à coup ton intervention est justifiée, etc. Mais finalement c'est les produits qui deviennent les plus Ouais. over designés, comme disent les anglo-saxons, c'est de l'over design, du sur design. C'est ça, Et ouais. ça devient vite obsolescent. Enfin, on peut s'en lasser assez vite. Il faut pas Sur un confondre, produit comme une box, ouais, confondre pardon. la simplicité et la facilité. Le fait Alors, ouais, de souvent je faire fais des le choses distinguo faciles, en entre. général, ça va être des choses très over design, Ben, comme tu dis. en fait, voilà. En fait, la simplicité, c'est l'élégance ultime. Ouais. Faire simple sans faire simpliste. Mm. Mais en fait, ça participe. La simplicité, elle n'est pas que formelle, elle est aussi dans l'usage. Et en fait, si on reprend l'exemple de la balance, Ouais. Wizix, quand tu reprenais les balances de l'époque, qui étaient multi-utilisateurs, qui te prenaient ta masse mec, ta masse corporelle, ton poids, etc., tu avais une interface assez complexe. Il fallait l'allumer, il Mm. fallait mémoriser ta mesure, il fallait choisir ce que tu allais faire comme mesure, il fallait attendre que tout se fasse, donc tu avais énormément de friction. Il y a quoi de plus satisfaisant que de faire simplement une tâche compliquée? Oui, c'est vrai. Toute personne qui arrive à faire simplement une tâche compliquée, tu as une satisfaction naturelle Mm. qui va même te déclencher une émotion positive. Mm, mm. Et c'est vrai que je suis très attaché au design émotionnel, c'est un sujet qui nous concerne beaucoup. Et en fait, le rôle du designer aussi, parmi toutes, alors, en tout cas, les choses qu'on peut adresser, on ne peut pas tout faire, mais un des rôles du design, c'est aussi de permettre ça, de créer un lien entre l'utilisateur et le service que tu lui procures via Ouais. le produit. Et si tu arrives à créer cette émotion-là, et la simplicité est un vecteur pour le faire, mais la simplicité au sens large, pas Mm. juste un trait et dire ça c'est simple, j'ai fait Ouais, juste. ouais. Non. Et pour arriver à ça, ben, effectivement, c'est l'élégance et c'est la complexité utile parce que c'est souvent très compliqué. Ouais. Justement, rendre des choses compliquées simples, Mm. et la box, c'est ça. Pourquoi on a passé beaucoup de temps à travailler sur les connectiques, l'identification, comment on les branche, Mm. parce que
voilà, quand tu arrives à amener des gens qui, a priori, ne sont pas trop férus de nouvelles technologies, tu leur donnes un produit comme celui-ci qui doit se le brancher, se le raccorder, se le configurer eux-mêmes, mais qu'ensuite à la fin ils ont accès à Internet, et du coup, tu vois, ça leur ouvre un portail de service. Voilà. Donc, Ouais, le rôle, il est là. ok. Et il y a eu aussi une autre collab qui a été assez collaboration avec une marque emblématique qui est McDo. Ouais, Tu m'entends bien? derrière. Tu Ouais, ouais, j'entends bien. Ouais, tu m'entends? Ok. Qui est McDonald's, du coup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'est passé le projet et là encore une fois, pourquoi avoir fait appel à un designer pour faire de la vaisselle? Ça peut paraître un peu. Il paraît qu'il y a un peu moins d'usage en fait. C'est de la vaisselle, enfin quelque chose de très technique aurait pu suffire. Pourquoi aller chercher un studio pour justement porter des frites ou mettre une boisson, un verre, faire un plateau? C'est quoi le déclenchement de tout ça et comment ça s'est passé le projet? Alors, le déclenchement de tout ça, c'est d'abord une contrainte réglementaire qui était liée à la loi AGEC, Ouais. qui a été passée en France et après en Europe, avec l'interdiction d'utiliser qui annonçait l'interdiction des emballages jetables dans la restauration rapide. Ouais. Donc, même si les modalités de la loi n'étaient pas encore définies quand l'étude a commencé, McDonald's a dû, comme tout le monde, un peu anticiper et voir comment ils allaient pouvoir s'adapter à ça. Là où McDonald's a été, en tout cas, de sens, pertinent dans leur réponse, c'est qu'ils n'ont pas décidé de le faire à minima. Ok. Et ils ont dit finalement, on a certes une contrainte. D'abord, on a une obligation environnementale. Bon, Oui. ça fait déjà partie sur pas mal d'autres aspects de McDonald's. Même si ça peut paraître étonnant, mais c'est des enjeux que McDonald's prend en compte déjà, pas que sur la vaisselle, mais sur plein d'autres vecteurs de leur offre. Mais ils se sont dit finalement, de cette contrainte, on va en faire une vraie opportunité pour aller encore plus loin. On ne va pas faire la réponse à minima, on va essayer de faire la meilleure réponse. Et finalement, il y a des enjeux derrière, allons-y et faisons-le du mieux possible. Ouais, ok. Et voilà, donc c'était un peu cette démarche-là. Et ils ont consulté plusieurs studios pour dire finalement comment on peut nous accompagner pour proposer une vaisselle qui réponde aux enjeux de la loi, qui soit réutilisable, donc lavable, avec toute la contrainte, on pourrait y revenir, que ça implique derrière en termes de conception, qui répondent à nos contraintes opérationnelles, parce qu'il y a 1500 restaurants McDonald's en France. Ouais. Et donc, quand tu dois déployer ce type de vaisselle, il faut que toute la partie, ce qu'on appelle opérationnelle en cuisine, puisse utiliser correctement cette vaisselle-là. Et ça a un impact sur les équipiers, la façon dont ils préparent, le temps de préparation. Voilà, tout ça, il faut prendre en compte. Que ce soit les équipiers en cuisine ou en salle. Et tout en proposant pour les personnes qui viennent consommer chez McDonald's, une expérience, quelque chose qui soit quand même agréable. Voilà, et qui ne soit pas un peu cheap. Oui, ouais, ok, je dans sa comprends. réponse. Ouais. Voilà. Donc, et qui répondent aux enjeux aussi que la loi impose en termes environnementaux. Voilà, une vaisselle qui soit vraiment réutilisable le plus longtemps possible. Donc, on s'est emparé de tout ça, la culture McDonald's, avec une volonté aussi depuis longtemps de McDonald's, en tout cas en France, de proposer des espaces de restauration qui offrent des expériences de plus en plus qualitatives. Ouais. Ça devient voilà, avec un vrai effort qui a été fait sur les aménagements. Donc, on a travaillé à l'époque avec la direction du design, Cyril Hérol, et qui m'a beaucoup accompagné sur ce projet-là. Et donc, on a vraiment passé du temps avec eux déjà pour observer, aussi bien en salle qu'en cuisine, comment les choses se passaient. Ok, d'accord. Comprendre toutes les contraintes et essayer d'apporter des réponses les meilleures. Alors là, je pourrais rentrer dans le détail de chacun des produits, mais chaque produit, là, il y avait plus d'une vingtaine de produits de dessinés. Ah ouais. Chaque produit, c'était un projet à part entière. Ah, donc vous avez vraiment fait une étude terrain
à vraiment Ouais, scruter ouais. les gestes Ah ben, des gens, des consommateurs, scruter les gestes des employés McDo, à voir où est-ce qu'ils mettaient les verres, comment ils obligé. les empilaient et tout ça. Ok. Obligé de prendre en compte toutes Ok. les contraintes de ce qu'on appelle de stacking, Ouais. d'empilage, comment on les prend, comment on les stocke, comment les produits sèchent dans la vaisselle pour pas avoir Mhm. de traces d'eau, pour éviter les rayures quand on les met les uns sur les autres, qu'on ait une bonne qualité gustative, qu'on choisisse des matériaux qui ont des qualités organoleptiques qui soient bonnes, qu'il n'y ait pas de migration. Il y a très peu de matériaux aujourd'hui plastiques qui garantissent en termes sanitaires, qui Mhm. répondent à tous les enjeux, voilà. Qui en même temps ait une perception qualitative qui soit la meilleure possible, parce que quand tu vas au Ouais. restaurant, tu ne veux pas avoir une dinette, Mhm. voilà, qui ait un langage qui soit cohérent et transversal. Donc il a fallu trouver aussi toute une écriture. Donc au-delà de ça, de notre réponse, il y avait aussi toute une réflexion de comment on traduit un vocabulaire McDo dans un produit de vaisselle réutilisable. Ouais, je comprends. On était habitué à la boîte en carton là, et Ouais. au wrap. Ouais. Maintenant on passe de ça à de la vaisselle qui soit un peu, voilà. On a beaucoup travaillé sur, on a créé même une sorte d'alphabet, Mhm. voilà, qu'on a essayé de décliner ensuite de différentes manières. Un travail sur des textures, mais les textures qui étaient justifiées par de l'usage. Ok. Beaucoup d'observations, beaucoup de maquettes, des tonnes de maquettes. On a nos imprimantes qui tournaient H24 pendant vraiment des mois. Ok. On allait tester à chaque fois sur le terrain avec eux. Ah oui, Euh, carrément. Ok. ah ouais, Vous imprimiez en 3D une maquette en résine ou en. plusieurs maquettes, ouais, 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 et alors après, elles n'étaient pas utilisées pour consommer, c'était Oui, oui, pas, oui. mais en Ouais, fait, mais elles c'était pour permettaient l'usage. de voir à l'usage si ça Ouais. répondait, voilà, en termes de capacité, en termes de volume, d'empilabilité, de rangement, voilà. Tout ça, c'était de stabilité, voilà. Donc, Incroyable. Ok. plein de questions se sont posées. Ouais. Et c'est un travail qui a duré 2 ans. Ouais, ouais, c'était très très long. Ah Enfin, ouais. non, très rapide, en même temps, rapide par rapport au truc, mais ça a été d'une intensité. Ah ouais, incroyable. Voilà. Bon, Et après, quand. avec l'efficacité McDo derrière, hein, Ouais. c'est que ça délivre. Ouais. Et par exemple, un Ouais, ça projet comme délivre. ça, vous êtes H24 sur ce projet-là ou vous en avez d'autres à côté? Alors, on a toujours d'autres côtés, on a Ok. toujours d'autres projets à côté. En moyenne, bon, pas secret, mais on a toujours ouais, entre 20 et 30 projets en parallèle. Alors, avec pas tous au même niveau. Oui, ouais, On a ouais. des projets qui sont enfin, voilà, où on a peu à intervenir, on continue à faire du suivi comme ça. Et puis, on va avoir 4-5 projets qui vont être un peu plus, voilà, sur lesquels on va être Hmm. un peu plus impliqué. Euh, Quand on a des projets comme McDonald's ou la collaboration avec Weezings, parce que Oui, Weezings, on les accompagne depuis 2008 et ouais. on dessine tous leurs produits. On a dessiné l'intégralité des produits Weezings. Ok, On a quand même des personnes de l'équipe qui sont dédiées plus d'accord. spécifiquement à ça. Ok. Donc McDonald's, ouais, on a eu une partie de l'équipe qui était dédiée, alors peut-être pas full time, mais Hmm. en équivalent temps plein, c'était assez important. Ok, ok. Et Donc on avait 3-4 personnes, ouais, on avait 4 personnes à l'époque qui étaient vraiment, qui connaissaient le projet McDonald's à fond et qui ouais. étaient capables. De toute façon, des fois, on était obligé les 4 bossants, on bossait en parallèle. Hein. On avait Hmm. tellement de sujets à traiter qu'il y a eu des périodes où on n'avait pas le choix. Et c'est par exemple, est-ce que tu pourrais donner un peu plus de détails, par exemple, sur la forme pourquoi vous avez fait ces formes-là, pourquoi il y a des petits stries, par exemple, sur le verre, euh, Alors, quel, il y a plein de, il y a plein de raisons qui ont, euh, qui ont présidé. Alors la forme, déjà, elle est un peu dédiée. On a des contraintes qui est que tous ces verres-là, par exemple, il faut les stocker dans les restaurants. Et ouais. il y a des règles de stockage qui existent. Donc tu vas pas demander aux 1500 restaurants de dire, même écologiquement, ça serait Oui, aberrant, oui, 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 c'est idiot. de dire jetez tout votre équipement parce qu'on arrive avec de nouveaux verres. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça veut dire que pour rentrer, on avait déjà une taille qui était donnée maximum, de diamètre qui était maximum. Ok, On a une quantité de liquide qui est donnée, ok, parce qu'il faut qu'on donne la quantité de liquide. Au-dessus de la quantité de liquide, on a ce qu'on appelle une garde. Tu ne peux d'accord. pas mettre de liquide jusqu'en haut, tu as une garde à garantir pour qu'on puisse Hmm. transporter. Et ensuite, on a un angle de dépouille à conserver
de façon à ce qu'on puisse empiler les verres les uns dans les autres sans que ça fasse une tour de 3 mètres de haut quand tu mets Ouais, 10 verres. ouais, d'accord, ok. Ok. Tu vois, donc essayer d'optimiser au maximum. Donc il ne faut pas que ça coince. Mhm. En même temps, si tu ouvres trop, tu vas avoir une base qui va être toute petite, tu n'auras plus de stabilité. Donc là, vraiment, ça a été des arbitrages très fins. Et ensuite, on a beaucoup travaillé sur la texture. Donc, enfin, il y a plein de détails dans les verres qui se voient peut-être pas, mais Parce que la base est carrée habitués. au final. La base, Alors oui, la base est voilà un peu pourquoi la carrée base est partout. carrée. Ouais, Ouais, tout le vocabulaire c'est du carré au rond. ouais, Pourquoi? d'accord. Parce que quand on est arrivé on a fait une sorte d'alphabet Ok. en disant le burger, quand on regarde en vue dessus, c'est rond. Mhm. Et la boîte en carton qui était iconique, elle est carrée. Et D'accord, donc ok. du rond au carré, on va utiliser ces deux formes et on va les décliner en 3D et on va faire les transitions du rond au carré ou du carré vers le rond pour créer justement cette unité sur tous les produits. Ok, génial. Donc c'était un petit clavier qui ne se voit pas, mais qui Mhm. nous permettait de donner un guide pour dessiner tous nos contenants avec cette relation toujours entre le rond et le carré, de jouer là-dessus. Après, tous les produits, voilà, il y a plein de petits détails au fond, là, quand tu regardes les verres, il y a des petites nervures qui sont très discrètes, mais qui permettent d'éviter que ça se coince, justement, pour pas que ça, Ouais. voilà, d'éviter que ça se raye. Mhm. Le fait de mettre des nervures, ça a permis de sabler légèrement l'extérieur. Ça a permis d'éviter aussi le côté rayé, Ouais. qui est inévitable, et de le rendre trop visible. Et en fait, même si tu n'as aucun problème en termes de risque sanitaire, Oui, si on prend un verre transparent et qu'il est déjà rayé, abîmé, tu n'as pas envie de oui, l'utiliser. ouais, c'est Donc ça, là, ouais. c'était aussi pour prolonger la réutilisation. Bah, surtout que le McDo, Là, on a mis des ça nervures. pouvait être utilisé, j'imagine, 50 fois, voire 100 fois dans la journée. Les rayures, elles se font ultra rapidement, quoi. Donc, c'est vraiment un truc Elles à peuvent prendre. devenir assez vite. Même si Ouais. le matériau utilisé est du tritan qui est très résistant, Mm. elles finissent par se voir. Ouais. Là, les rayures, on les a conservées. Là, elles se sont imposées parce qu'en fait, quand on met des contenants chauds, il faut faire de la dissipation thermique parce qu'on ne doit pas dépasser une certaine température à l'extérieur du produit. On ne pouvait pas mettre trop d'épaisseur plastique, au bout d'un moment, ça devient aberrant, même en termes d'écologie. Ouais. Donc, à des moyens, ça veut dire créer des nervures qui vont faire une dissipation thermique et qui vont mettre de l'air qui va y avoir de l'air entre toi et le récipient. Ok. Et donc, de permettre de le prendre sans te brûler. Et là, c'était pour éviter les traces de sel. Les premiers contenants qui étaient sortis d'ailleurs étaient complètement lisses. Ok. Et en fait, les gens ont main grasse. Et il se trouve que sur la texture qu'il y avait quand elle était lisse, le gras se voyait beaucoup. D'accord. Et beaucoup moins sur le. Voilà. Ouais, Et donc, en fait, à la fin, ça ne nous a bien plu. Et cette texture qu'on a travaillée avec des nervures qui viennent disparaître, on ne va pas le voir à l'écran, mais qui disparaissent, finalement, c'est devenu un peu l'élément signature ok. de la gamme. Ouais, Et donc, après, il y a plein de petits détails. donc Donc là, il y a Forex. le logo, Ouais. le N ici, là, qui est creusé Oui. dans les camps d'Afrique. En fait, ça, c'est ce qui permet de faire une ventilation, qui permet de faire une convection d'air pour éviter que les frites tramollissent à l'intérieur. Ah ouais. C'est pour ça que le N, il est en creux. Parce qu'il faut absolument faire rentrer de l'air par en dessous. Il y a plein de détails que là, je ne peux pas montrer parce qu'on a collé des choses en dessous, nous. Mais en dessous, on a mis des petits détails. Donc, tu as 1, 2 ou 3 grains. Et qui permet de voir quand ils sont stockés comme ça à l'envers. En fait, l'équipier peut voir si c'est des verres de 50, 25, enfin les grands, les petits ou les moyennes boissons. Ah ouais, d'accord, ok. Il les voit directement ici, c'est écrit. Ici, il y a deux petites gorges qui sont sur le côté en dessous, là. Ça, c'est ce qui permet, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on fasse ça, parce que quand les verres sont mis en lave-vaisselle, il faut que l'eau, elle s'évacue, pour pas qu'il y ait de l'eau qui reste sur le Ah ouais, dessus. d'accord. Et on ne peut pas avoir un fond plat, on est obligé d'avoir pour pouvoir poser sur toutes les surfaces. Donc ça, c'est que des détails de réglage qui sont faits au fur et à mesure. Pareil ici, là, quand on est en Afrique, là, il y a des nervures qui permettent d'évacuer l'eau quand on lave vaisselle. Voilà, c'est plein de petits détails qui sont travaillés et tu passes du temps. Ah ouais, c'est impressionnant. Quand on le regarde comme ça, on se dit pas que tout est vraiment Non, été scruté au millimètre près jusqu'à l'évacuation de l'eau, quoi. Mais c'est impressionnant. tout. J'aimerais voir avec toi un autre sujet. C'était plus par rapport à l'éducation dans le monde du design. Je voulais savoir ce que tu en pensais, par exemple, des écoles de design, du marché aujourd'hui du design. Est-ce qu'on forme pas trop de monde? Est-ce que les écoles ont encore un intérêt? Enfin, c'est quoi toi ton regard vis-à-vis de ça? Parce que j'imagine que tu reçois énormément de demandes, que l'agence reçoit des centaines et des centaines de portfolios.
c'est quoi ton regard vis-à-vis de l'éducation, étant donné que tu sors aussi de l'ENSI, qui est une des plus grosses écoles. Je sais pas si tu as enseigné là-bas. Alors, je continue aujourd'hui. J'ai un peu enseigné au début. Enfin, ouais, non. Là, j'avais enseigné, mais j'ai participé à des Des ateliers. interventions. Ouais, Ouais. là aujourd'hui, je suis jury de diplôme, voire de temps en temps, j'encadre aussi en tant que directeur de diplôme des étudiants à l'ENSI. Ouais. Voilà, et je fais une intervention dans un des masters, mais une fois par an. Ok. Très ponctuelle. Ok. Voilà, donc, bizarrement, je ne suis pas très impliqué dans le milieu de l'éducation. Enfin, non, je dis oui quand on me sollicite parce Ouais. que voilà, ça fait partie de la transmission, mais je ne suis pas un enseignant, donc je ne sais pas quel est mon regard. Est-ce qu'on forme trop de designers? Non, pas forcément, parce que c'est un métier qui est tellement riche et on le voit avec la diversité aujourd'hui du champ d'application du design qui s'est énormément diversifié ces dernières années, par même des spécialités qui se sont encore multipliées autour du design, que je pense que voilà, on est dans un monde en plus en perpétuel changement, donc le design permet d'accompagner aussi ces changements-là. Ouais. On voit à quel point aujourd'hui il y a des, voilà, il y a une évolution qui va pas sur un rythme ralentissant, on va dire, on est plutôt sur un rythme d'accélération, et donc effectivement il y a des gros changements qui sont impactés. Voilà, on voit avec l'apparition, enfin si on reprend il y a une vingtaine d'années l'apparition du smartphone, bon, ça a quand même fait. Parce qu'en moins de 20 ans, le smartphone a impacté dans la vie de tous les jours, c'est sur une durée de 20 ans, quoi. On ne parle pas d'une génération là. Ouais. Donc c'est quand même un impact super fort. De tout ça, bah, effectivement, on voit l'impact que ça a eu en termes de design, du X, UI, tout l'écosystème qui s'est développé autour. On ne parlait que de ça, et on ne parle pas du reste. Et là, aujourd'hui, avec l'IA, avec voilà, toute l'organisation qui apparaît, il y a encore des sujets pour le design. Voilà. Le gros enjeu des écoles, c'est d'arriver à accompagner ces changements-là, à les anticiper et à former des designers qui soient. Voilà, et ce qui n'est pas simple, parce qu'il y a aussi des sujets qui sont sur un ton, il y a des enjeux qui sont sur des temps, là on voit assez courts. Bon, je ne suis pas spécialiste de l'enseignement, mais j'aimerais pas enseigner dans une école de design, c'est pas évident. Oui. Et parce que là, vous, parce qu'on associe en général le design avec le meuble, est-ce que vous ne faites pas du tout? Et en fait, il y a quand même beaucoup de... Parce que vous avez quand même l'humain qui est au centre de tous vos objets, parce que c'est des objets qui sont beaucoup plus utiles au service de la santé, de la sécurité, ou même de ce que l'humain a besoin. Alors qu'on associe franchement le design avec des chaises, de l'aménagement d'intérieur, ou des choses du genre. Mais c'était en ça de savoir est-ce que vraiment le design de meubles, il y en a assez, quoi. C'était un peu... est-ce qu'il y a un réel intérêt d'aller là-dedans, ou vaut mieux aller dans des sujets justement peut-être un peu moins sexy, et justement avoir un regard de designer sur ces sujets-là, sur la sécurité, en ville, sur la santé, sur l'accessibilité à l'eau, justement tous ces sujets où le designer pourrait intervenir, quoi. C'est une question. Je ne sais pas s'il y a une réponse évidente à cette question-là. En fait, le design de meubles, évidemment, a capté une partie de la sphère du design et du milieu du design. C'est souvent un peu la partie émergée de l'iceberg, par des gens qui ont beaucoup de talent en plus, qui sont vraiment souvent des designers extrêmement talentueux, qui a eu tendance dans l'esprit du public à circonscrire le design un peu à un adjectif. Ouais. Donc, ce produit est design, ce meuble est design, voilà, mais sans prendre en compte tout ce que ça implique derrière. Et derrière le meuble, et derrière du meuble, on peut réinterroger beaucoup de choses, en fait, même si on peut se dire, est-ce qu'il faut encore la peine de faire une chaise en plus? Il y en a X milliers de chaises aujourd'hui, voilà. Mais la chaise, c'est un rapport au corps très particulier. C'est un produit sur lequel on est assis avec un rapport, voilà, pour le coup, qui correspond à sa morphologie. Donc, il y a un rapport, encore une fois, très intime. Donc, en soi, c'est un objet très statique, mais en même temps, on est dynamique dessus. Enfin, c'est quand même un objet un peu particulier, la chaise. Donc, on peut comprendre cet attrait qu'il y a, cette relation directe, physique, physiologique entre la personne et la chaise, sur des durées longues, en plus. Et puis au-delà de ça, le mobilier peut aussi réinterroger. Quand le canapé est apparu après-guerre,
Parce qu'avant, on avait des banquettes. Mais le canapé est apparu dans les. Voilà. Ça a été une vraie révolution sociale, le canapé. C'est une révolution sociale. Les premiers canapés, quand dans les années 60 en Italie, ils ont réinterrogé Ouais. cet espace de vie dans le salon, etc. Enfin, on n'était plus 3 fauteuils autour de la cheminée ou autour d'une table. Non, c'est devenu. Donc, il y a eu un vrai impact social. Le meuble peut amener à accompagner un impact social, en fait, à une vraie Ok. dimension. Alors, je ne suis pas Ok. un historien d'immobilier, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc c'est pour ça que la réponse, elle est pas simple. Donc, je n'opposerai pas les deux. Il y a une Ok. complémentarité entre les deux. Je pense qu'on a besoin. Et en plus, le mobilier est un terrain d'expression en termes alors, de champ d'utilisation sociale, mais même parfois même technique, même esthétique, assez intéressant. Mhm. Euh, et qui, même pour les autres aspects du design, souvent, alors, je ne dis pas que ça donne le là, mais en tout cas, ça va quand même un Ouais. peu résonner, ça va un peu donner une direction. Ouais. Donc en fait, il y a une complémentarité entre les deux que je n'opposerai pas. Ok. Même si nous, on ne fait pas de mobilier. Voilà, si demain on a l'opportunité de faire du mobilier, je pense qu'on sera ravis de se confronter à l'exercice. Sauf qu'aujourd'hui, Mhm. on n'a pas cherché d'opportunités Mhm. particulières dans le domaine. Mais voilà, je ne sais pas s'il faut forcément les opposer. Je parle plus Ouais. de complémentarité. C'est vrai que le paysage du design est très divers et c'est ce qui fait sa richesse, Ouais. ce qui crée aussi parfois aussi des oppositions qui polarisent les points de vue et qui crée qu'il y a un peu de tension entre les designers ou la Mhm. vision du design. D'autant plus que chaque designer a sa propre définition, donc Ouais, c'est ça. forcément. Il y a autant de définitions. Enfin, personne n'est trop d'accord. Il y a autant de définitions de designer que de Non, design. Enfin, il y a autant de définitions de designer, Ouais. du design que de designer. Mais Ouais. c'est ce qui fait la richesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas Ouais. dans une science dure. On ne Mhm. fait pas des mathématiques, on n'est pas Ouais, dans c'est la vrai. physique, on n'est pas dans des sciences dures, Mhm. on Mhm. est dans des sciences. On dit pareil de la philosophie. Hein. On dit qu'il y a autant de philosophes, qu'il y a autant de définitions de la philosophie qu'il y a de philosophes. Donc Complètement. voilà, donc c'est un peu ce côté des sciences humaines et qui fait toute la richesse du design. C'est qu'on va se confronter à ça en termes de positionnement, en termes de réflexion, et en même temps, on va devoir se confronter aussi à un moment à la matérialité des choses, à rendre les choses tangibles, Mhm. existantes. Donc on ne va pas rester que sur une approche théorique, et on va aussi à un moment passer à la pratique. Et c'est cette capacité à un moment à faire converger tout ça, voilà, dans un produit, un service qui a du sens aujourd'hui. Et voilà, ça peut aussi être du design de service, hein, qui est Ouais, ouais. extrêmement important. Et donc, Ouais, c'est ce qui fait la richesse du design pour moi. Donc, ouais. je pense que c'est ce que les écoles doivent essayer, enfin, aujourd'hui, c'est de former. Ouais. Voilà, au-delà des outils, qui participent aussi, bien sûr, à la formation du designer, de Bah maîtriser ouais. les outils. D'ailleurs, est-ce que toi, tu vois des points vraiment de vigilance à se dire, tiens, ça, il faut vraiment le maîtriser. Enfin, dans le design, ça, faudrait vraiment le maîtriser ou il faut vraiment se focaliser là-dessus pour améliorer ses compétences en tant que designer ou futur designer, parce qu'il y a peut-être des étudiants qui vont regarder la vidéo. Ils se disent, tiens, c'est pas que du dessin, c'est pas que de la 3D, c'est pas que de la recherche utilisateur non plus. En fait, c'est un ensemble de choses. Donc, est-ce que toi, tu aurais des conseils de compétences un peu clés à, Et, à maîtriser? alors, des compétences, je pense que la première des compétences à avoir pour un designer, c'est la curiosité. Ok, C'est au sens large. Et donc, ça passe et donc, c'est la culture. ouais, Voilà. C'est la première des compétences à avoir, c'est déjà d'avoir une curiosité naturelle, de s'intéresser à plein de choses différentes, à plein de domaines différents, des sciences humaines, ça peut être de la philosophie, ça peut être bien sûr de l'art, ça peut être des sciences, ça peut être voilà. Et d'essayer non pas de devenir un spécialiste, mais d'essayer d'avoir un centre ouais. d'intérêt large, parce qu'en fait, on a besoin de convoquer tout ça, on a Hmm. besoin de prendre en compte, ça peut être politique, ça peut être ethnologique, ça peut être voilà, et on a besoin d'être dans l'observation, on a besoin Ouais, d'être là-dedans. Euh, les outils, ensuite, si je ramène ça, nous, à notre pratique du design au sein du studio, hein, on ouais, fait du design produit, ouais, et on le voit avec des étudiants qui viennent en stage, ou, voilà, et avec lesquels on peut travailler quand on prend des stagiaires, c'est parfois de faire attention. Alors, maîtriser la 3D, c'est bien sûr aujourd'hui un outil qui nous permet, nous, de matérialiser les idées, puis ensuite de les communiquer et de les rendre, et donc c'est un outil même de travail ouais. essentiel.
mais en même temps, ça peut mettre une distance. Paradoxalement, c'est un outil qui met une distance parfois entre le designer et le produit. Ce que j'entends par Ouais, là, c'est d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand on fait un produit, il faut penser aussi, on peut pas le dissocier du process de fabrication et de réalisation, et donc des matériaux qui vont être convoqués. Mm. Et un produit, aujourd'hui, une forme, se dessine aussi en fonction du process de fabrication et du matériau qu'on va utiliser, qui va induire un langage, qui va induire une façon d'écrire ou de faire telle ou telle forme, tel ou tel assemblage, telle ou telle structure. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, la 3D, en fait, ça bypass ça. En gros, je peux faire une forme et puis avec mon outil de rendu, je vais le faire en cuir, je vais le faire en bois, je vais le faire en plastique, je vais le faire en Ouais, c'est verre. ça, ouais. Et je vais juste changer mon matériau et hop, et je vais avoir une belle image. Et en Ouais, plus, avec le biais du beau rendu, Ouais, qui fait qu'on dit tout de suite, putain, ça fige. c'est vachement bien. Ça fige Ça complètement fige le truc, l'objet. et en même temps, voilà. Et donc, il y a aussi un moment s'intéresser à comment les choses sont faites. Comment on fait. Voilà. Y compris avec les nouveaux outils de réalisation 3D. Ouais, ouais. Comment on fait? Quelles sont les limites? Comment on peut faire? Quels sont les process? Quels sont les matériaux? Comment on peut y aller? Alors évidemment, et c'est là aussi qu'il faut une curiosité à ça, parce que c'est ce qui va te permettre, alors ça a des outils, mais quand on maîtrise ça, de pouvoir les utiliser pour pouvoir justement dépasser la contrainte et pas être dans la réponse, voilà, Ouais, et c'est ça. amener une Et dimension plus sensible. du coup, tu conseillerais de passer en maquette très rapidement, de toucher la matière et de prendre du papier, le Alors en tout plier. cas, de s'intéresser au process. Ouais, Aujourd'hui, par exemple, nous, voilà, bon, alors il se trouve qu'on a malheureusement, heureusement, je ne sais pas, maintenant on essaie de limiter, on a fait beaucoup de pièces en plastique. Donc forcément, on s'intéresse à l'injection plastique et toutes les contraintes liées à l'injection plastique. On va pas faire nos moules d'injection plastique ici oui, pour tester nos maquettes, pour voir si ça marche. Donc on peut pas. Mais en tout cas, ouais, essayer de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les limitations d'un mode de fabrication. ouais. D'essayer de voir qu'est-ce qu'on va convoquer comme process de fabrication, aussi en fonction du nombre de produits qu'on va faire, du contexte dans lequel on va faire. Ouais. Nous, on s'interdit parfois sur des pièces qui vont être faites en peu de pièces, on va s'interdire tel ou tel process ou tel outil. On sait que c'est pas pertinent. Ok. Voilà, donc on va essayer de trouver des solutions qui vont être plus légères, moins impactantes. On revient à la légèreté. Ouais, du Voilà, début. mais auxquelles on est assez attaché pour essayer de trouver des meilleures solutions, des solutions qui vont être plus durables parfois. On va faire un choix sur un process qui certes va peut-être convoquer un petit peu plus de technicité, mais si on sait que c'est un choix durable derrière parce qu'il va Ouais, amener en termes de fiabilité et de solidité, ben, voilà, on va estimer que c'est pertinent de le faire. Et donc on ne va pas hésiter à pousser assez loin parfois dans la conception sur ouais. des pièces un peu techniques. Et il faut s'intéresser à ça, parce que sinon, effectivement, il y a un moment où tu ne peux pas accompagner les entreprises jusqu'au bout de manière Ouais, pertinente. ouais, ok. Et souvent, quand on discute, alors il y a plein de designers très talentueux et de très bonnes agences en France, hein, mais parfois on discute avec des entreprises qui ont eu des expériences avec des designers, justement, où ils étaient. Ils disent, bah ouais, ils nous ont fait des beaux dessins, mais derrière, quand il a fallu aller sur la partie Technique, industrialisation et ouais. fab, bah, tout à coup, ouais, on avait moins de Personne. répondants, Ouais, bah, beaucoup moins de monde derrière, ouais. ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et du coup, avec des difficultés à accoucher et puis avoir un produit à la fin qui finalement est assez loin de l'intention de départ, Ouais. parce que voilà. Donc Donc là, on passe beaucoup de temps à ça. l'objet, en fait, c'est aussi maîtriser la technique et aussi la créativité, quoi. Donc c'est maîtriser ces deux, c'est entre le mélange entre l'art et l'ingénieur. C'est les deux cercles qui se Alors, rencontrent et qui viennent, qui là, créent tu le mets le design. point sur un point du design sur lequel je suis, et on est très attaché à l'agence, c'est que le design, c'est avant tout une activité créatrice. Avant tout. Mm. Donc, on peut mettre une méthodologie, c'est pour ça que Ouais. j'ai eu plein de discussions sur design thinking, etc. Ça peut aider, mais ce n'est pas une méthodologie, c'est Mm. avant tout une activité créatrice. Ouais. Et donc, il y a un moment, il y a aussi ce qui relève de l'intuition et du talent du designer, de chaque individu, Mm. mais Mm. et il faut laisser exprimer cette intuition-là. Et cette intuition, tu la nourris. Et quand je parlais de curiosité et de culture, Ouais. il faut nourrir ça. C'est Voilà. aller lire de la philo, aller à des expos, marcher dans la forêt. Et en fait, tout ça, ça te nourrit. Et tu vas avoir des Alors, intuitions après, derrière, oui, c'est s'intéresser à ce que font les autres designers, les autres Ouais, artistes. ouais, Ça peut être dans la musique, ça peut être ouais, n'importe quoi. Mais en fait, ce qui te plaît, ce qui te porte, mais d'être curieux, de pouvoir se nourrir de ça, parce qu'en fait, tout ça, c'est ce qui va te permettre de nourrir cette intuition
de nourrir ta propre créativité, de nourrir ton regard sur le monde, d'enrichir ton regard sur le monde aussi, ce qui t'entoure, et pas uniquement sur l'angle de l'usabilité, comme on dit dans des mots barbares que je déteste. L'usage pur, l'ergonomie pure, voilà. Tu peux faire un produit extrêmement pertinent dans sa fonctionnalité et dans son usage, mais qui soit très chiant à utiliser, en fait. Tu n'as pas envie d'avoir. Il va répondre à un produit. Alors des fois, nous on qualifie ça de design orthopédique, et c'est pas péjoratif, mais parce que souvent, tu peux avoir un design qui va être orthopédique dans le sens où il va être ergonomiquement, tu n'auras rien à dire, mais simplement, tu n'as pas envie de l'avoir, en fait. Et donc, parfois, c'est là où c'est intéressant aussi dans le design, c'est tu peux arriver à avoir des réponses qui vont être peut-être un petit peu moins ergonomiques au sens technique du terme, mais qui vont t'apporter en regard, par contre, une satisfaction, une émotion, une façon d'être utilisé, qui fait qu'en fait, tu vas avoir envie de... Voilà. Oui, complètement. Okay. C'est un produit, tu vas avoir un plaisir à l'avoir. Je veux dire, quand on parle d'Apple, quand le premier iPhone sort, tu peux dire que c'est... Enfin, iPhone 3. Tu peux dire que c'est une aberration. Tu fais un produit portable qui était en métal chromé à l'extérieur, avec une coque laquée noire derrière, sur les coins. Tu te dis, mais pour un produit que tu fous dans ta poche ou dans ton sac avec tes clés, qui va te tailler, etc. Tous les autres faisaient des produits rugged qui étaient protégés, avec des finitions mat, etc. Et pourtant, l'attention que tu vas porter à ton produit, justement parce que tu vas avoir par ses finitions, par son traitement, par la qualité perçue, tu vas avoir une relation qui va te dire, putain, c'est un objet qui a une forme de préciosité dans son aspect, mais aussi parce qu'il contient à l'intérieur, qui sont mes données à moi. Donc il y a une sorte de corrélation entre les deux, et donc tu vas en prendre soin. Et là, tu as un rapport émotionnel qui. Et donc ça, le design, à un moment, c'est d'arriver aussi à porter ça, en fait. Ouais, complètement. Il y a une lecture du produit qui. Le matériau veut dire, comme là tu l'as dit, une préciosité des données et de l'objet en soi. Donc le matériau est justifié dans ce sens où il n'y a pas besoin qu'il ait des gros bords en caoutchouc pour le protéger si jamais on le fait tomber et tout ça. Tu vois, je peux faire un petit clin d'œil à Stark qui, dans les années, il y a des années, je suis dans les années 80 ou 90, avait conçu un hôtel à New York. Et dans les hôtels, dans les couloirs, tu as les room service, tu as les rooms qui portent les chariots avec les bagages des clients et qui tournent. Et donc, dans les angles des murs, tous les hôtels, souvent, c'est des coins renforcés pour éviter de venir abîmer les angles des murs, parce que quand ils passent, très souvent, il peut y avoir un choc. Et là, Stark avait une très belle réponse. Il avait dessiné une sorte de petit mât en aluminium avec une petite fourche au bout qui tenait en équilibre sur l'angle du mur. Et juste de voir cette pièce comme ça qui était posée très délicatement sur l'angle faisait que les gens naturellement contournaient pour pas venir faire tomber la pièce. Et donc là, plutôt que de mettre un gros bumper et pour dire allez-y, vous pouvez taper dedans, c'est un autre chose. C'est le contre-pied pour dire regardez, simplement vous pouvez contourner. Et voilà, alors c'était déjà un nudge, comme on appelle ça maintenant, mais c'est intéressant de voir comment tu peux aussi par la créativité venir apporter à un problème une solution complètement différente que celle qui serait rationnelle, qui est de te dire rationnellement, je vais mettre une grosse cornière en métal avec un boudin en caoutchouc pour pas faire de bruit, et puis là j'ai répondu à ma solidité, au problème de bruit, et je vais pas abîmer mon chariot parce qu'il va conduire dans le caoutchouc, et donc j'ai tout résolu. Voilà. Et qui fait l'effet inverse au final, parce que les gens se disent je peux taper dedans, il n'arrivera rien. Et en plus, oui, tu peux même inciter quelqu'un à dire que ça va être trop, je vais taper dedans parce que ça va faire. Donc, c'est ça. Et donc là, pour Helium, tu parlais de l'intuition, c'est hyper important. Quelle place ça a, vous, dans votre création, enfin dans vos journées de créa, l'intuition? Est-ce que vous y prêtez attention? Est-ce que vous la cultivez? Est-ce qu'il y a on la cultive. C'est-à-dire qu'avant même, quand nous, on part en recherche créative, quand chacun, que ce soit individuellement, puis après collectivement, on va confronter nos idées, on va essayer de se nourrir mutuellement, mais on laisse beaucoup de place à l'intuition dans nos premières recherches. C'est-à-dire qu'en fait, on va même prendre une distance par rapport au brief qui nous est donné pour essayer de reprendre un petit peu de hauteur et justement se détacher un petit peu des contraintes qu'on peut nous donner. Parfois, on a des briefs qui sont très fermés, qui sont très contraints. Et c'est des briefs qui peuvent
paraître les plus intéressants parce que tu dis, ok, là, moi le projet il est cadré, mais en fait, ils sont les plus difficiles. Parce que sinon, tu peux vite être amené à dessiner dans l'épaisseur du trait. Donc, tu vas empiler les contraintes. Et quand tu empiles les contraintes, évidemment, tu vas arriver à un dessin que tu vas pouvoir parfaitement justifier. Donc, c'est très confortable au niveau de l'argumentaire. Parce que chaque élément de ta solution, tu vas pouvoir l'argumenter et t'adosser sur une contrainte que tu auras identifiée, que c'est une contrainte d'usage, une contrainte technique, une contrainte normative. Ouais, tu vas additionner tout ça, puis à la fin, tu vas arriver avec une solution en disant, regardez, puis tout est justifié, puis en même temps, il va peut-être manquer quelque chose, qui est justement cette part un peu d'intuition, de créativité, de choses qui va faire que ton produit va prendre une dimension un peu supérieure quand on propose de mettre l'écran sur la box de Free au-dessus. C'est un peu contre-intuitif au début, mais en même temps, c'est devenu la signature, c'est devenu le petit élément qui, à la fois, était justifié en termes d'usage, en termes de conception, en termes d'usage au sens large, et qui en même temps a permis de donner une identité au produit forte. Donc voilà, tout d'un coup, ça converge et ça fonctionne. Donc, Et non, donc, l'intuition. À tel point qu'à l'agence, on n'a pas de. Enfin, il n'y a pas de contrôle de temps. Ok. C'est Vous que, êtes, voilà, aujourd'hui, en termes il de n'y a pas créa, de vous fiche. dites pas, on fait une journée créa et après on passe direct à la technique. C'est-à-dire que les personnes dans l'équipe, en fait, on ne regarde pas le temps passé sur un sujet. Ce qu'il faut, c'est que le projet soit bien, qu'on ait une bonne solution. Et donc, on ne compte pas le temps passé. Voilà. Ok. Et on pourrait dire qu'à un moment, on avait commencé à le faire, voilà, parce que comme toutes les agents, tu te dis, tiens, un moment, j'avais fait voilà. Mais en fait, on ne veut pas que les gens se sentent fermés à un moment en disant, ah tiens, là, j'ai passé trop de temps sur ce sujet-là, il faut que j'arrête. J'arrête. Voilà. Donc, En vrai, le temps ne définit pas tellement, ne définit pas du tout la qualité d'un produit. C'est comme écrire une chanson et des musiciens qui ont écrit leur musique en 5 minutes et la chanson est un carton. c'est tout l'enjeu qui est Ouais, compliqué à faire comprendre quand entre guillemets, on discute avec des entreprises. Parce que ouais, le design, c'est toujours une discipline qui fait peur. Il y a une part de subjectivité. Elles payent. Alors en plus, elles peuvent payer 10, 20 ou 50 en fonction de à qui elles s'adressent pour la même prestation. Donc elles ne savent plus ce qu'elles achètent. C'est une prestation de design industriel. Donc il y a une sorte de. On se dit, mais pourquoi là, vous demandez 20, l'autre demande 10 et celui-là demande 50? C'est quoi le prix? Bon, le prix, effectivement, c'est un peu. Et puis, effectivement, des fois, et surtout, il y a des acheteurs dans des grandes entreprises qui ne comprennent pas trop, donc ils veulent acheter un volume d'heures, un volume de jours. Ils ont l'impression, mais c'est leur expliquer, mais vous achetez pas un volume de jours, vous achetez un design. À la fin, ce que vous voulez, c'est un design. Donc après, qu'on y passe 10 heures ou qu'on y passe 50 heures, c'est pas votre problème. c'est votre problème. Ouais, c'est Mais ça. vous, ce que vous voulez, c'est avoir le bon design à l'arrivée. Vous ne nous achetez pas des heures de conseil en régie en disant qu'on a besoin d'acheter X heures à Helium. Enfin, c'est un non-sens. Donc ça, c'est des discussions un peu. Voilà, ça c'est régulier. C'est dur aussi de convaincre les clients comme tu dis, c'est un métier un peu créatif, du coup on a du mal à se raccrocher à quelque chose de tangible. Du coup, ça peut être fait en 5 minutes, mais si on fait payer 50 000 euros les 5 minutes, ou alors 50 000 euros les 2-3 mois ou 6 mois de développement, les gens vont préférer les 6 mois de développement parce qu'ils se disent, Ils ont l'impression qu'ils ont l'argent, une il n'est pas investi. collaboration parce qu'ils ont acheté du temps, alors Ouais, qu'en c'est fait, ça. ils achètent un design et que peut-être que le design qui a été fait en 10 heures et qui a coûté 50 000 euros et qui a été fait en une journée en 50 000 euros, il a plus de valeur, il rapportera plus d'argent que lui qui aura mis 3 mois à se faire et qui sera au même prix par un Ouais, autre c'est la designer. corrélation entre le temps passé et le prix qui a été mis. En général, C'est on pas du veut temps. tolérer, mais il n'y a Et aucun c'est lien, pas du quoi. temps. Donc parfois, on a des projets, on sait qu'on va devoir y consacrer du temps, on le sait, parce que structurellement, on va devoir, c'est des projets complexes. Ouais. Voilà. Mais effectivement, l'idée, elle vient très souvent. Tu as l'impression qu'elle vient il y a des projets, parfois, on a l'impression que l'idée, elle vient hyper vite. Ouais. Mais en fait, très souvent, quand tu refais le process, tu réalises qu'elle s'est nourrie. En fait, cette étincelle créative, tu dis, ah ouais, en fait, j'ai trouvé en 5 minutes, j'ai fait mon dessin en 5 minutes. Mais en fait, souvent, ça a été nourri par des heures Ouais. de réflexion avant. Ouais. Et en fait, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est ça, c'est Ah ouais, évident. d'accord. Ça arrive. Ouais, c'est la conclusion de toutes tes recherches qui vient Ouais, popper devant tes yeux. J'ai trouvé. Donc, exactement. Donc, mais c'est ça ok. qui fait que tout à coup, c'est ça qui devient intéressant.
Mais tu vois, il y a Donc, Mathieu Lehenner, quand il a fait la torche olympique, lui, il disait que, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais il dessine pas. Il se pose des questions avant. Et en fait, il se dit, bah tiens, je vais me nourrir en fait du sujet sans forcément dessiner. Parce qu'en fait, il dit que dessiner pendant des heures, au final, tu pars dans tous les sens, tu sais pas trop ce que tu fais. Enfin, lui, c'est sa manière de faire en tout cas. Et il disait qu'il se posait beaucoup de questions pour nourrir son cerveau. Et qu'en fait, son cerveau allait faire un peu le tri et se dire, bah tiens, là, il y a des formes à peut-être en tirer avec ce questionnement-là, ça peut être intéressant, ce questionnement-là, ça peut être intéressant. Et ensuite, peut-être une semaine après, il va commencer peut-être à se mettre à dessiner, et là, il va sortir des choses de cohérent en fonction des questions qu'il s'est posées avant et des réponses qu'il aura trouvées. Donc, il y a quand même alors, une grosse partie voilà, de et c'est questions. là, et c'est là où on revient à ce qu'on disait, c'est il y a autant de définitions de design qu'il y a de Ouais. designers, il y a autant de pratiques du design qu'il y a de designers, et c'est ça qui fait tout l'intérêt. Et en fait, face à la création, face à une recherche créative, on est tous singuliers. Mm. Et on ne va pas tous réagir de la même manière, et chacun doit trouver sa propre méthode. Donc, j'ai pas de conseils en général en disant c'est ça qu'il faut faire. Alors, ce que le design thinking a amené, entre guillemets, de positif, c'est que c'est vrai que le designer, nous, avec l'industrie en tout cas, on n'a pas été très bon. Avec la partie édition, mobilier, le designer a Ouais. toujours été très bon, il y a toujours une corrélation. Et en fait, c'est lié aussi aux arts décoratifs. En France, historiquement, il y a toujours une relation entre les créateurs, puis l'univers un peu plutôt du luxe aussi, qui a Ouais. fait qu'il y a eu une sorte d'émulation. Et les deux se sont tirés comme ça, un peu, il y a une sorte d'émulation positive entre Mm. les créateurs et l'éditeur de meubles. Voilà, ça marche bien. Dans l'industrie, c'est pas du tout pareil. C'est un monde qui est régi par les ingénieurs, c'est la conception réglée. Donc, on ramène un designer créatif au milieu de la conception, au milieu d'un monde d'ingénieurs. Bon, il y a Ouais. un peu un moment un élément perturbateur qui vient. Et on n'a pas été, et les designers n'ont pas été très bons. Ils ont du mal à s'interfacer avec l'industrie. Hein. Il y en a qui sont très bien arrivés. Hein. Roger Talon, Raymond Lewis, lui, c'était historiquement Ouais. des aux Ouais. États-Unis. Mais bon, en France, il y a eu Techness, il y a eu des très très beaux studios. Mais globalement, quand même, il y avait quand même du mal. Et puis même quand tu lis Talon, parfois, c'était Ouais, il y a compliqué du. d'arriver à avoir une légitimité, malgré Ouais. tout le talent et les légitimités qu'il avait. Il avait parfois même du mal à Mm. discuter avec les industriels. Donc, c'est vraiment pas simple. Le design thinking a permis de mettre de présenter dans le process du design une sorte de méthodologie qui permet de faire comprendre un petit peu comment on fonctionne et de donner une feuille de route qui donne Ouais. l'impression à l'industriel qu'il va y avoir un résultat à l'arrivée. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, compte tenu du design thinking, mais ce que je reviens, c'est que très souvent, moi, j'avais commencé à y a pas mal de choses autour de Tim Broad qui a pas mal fait ça avec des vidéos. Ouais. La créativité ne ressort quasiment jamais. On ne parle pas de créativité, on ne parle même pas de talent. Alors qu'il y a quand même une dimension, enfin, dans le design, une dimension créative. Complètement. Tu peux mettre toutes les observations de terrain que tu veux, tu peux faire tous les ateliers, tous les workshops, auto-reposer, itérer, faire de l'idéation, comme ils disent, prototyper et retester. À un moment, si les hypothèses de base et les dessins de base ne sont pas bons parce que les gens ne sont pas bons, ça restera de la merde à la fin. Ouais. Et ça restera pas bon à la fin. Ouais. Donc, tu auras à interroger, tu vas reboucler. Et c'est une boucle d'échec. Hein. Tu vas demander aux gens, bah ouais, ça me plaît pas parce que voilà, pourquoi bah, tu remets. Et à un moment. Ouais. Donc, la créativité, elle est quand même clé dans un process design et le talent est clé. Et donc, on n'a pas été très bon pour s'interfacer. Donc, au moins, ces outils-là ont permis aujourd'hui de donner une place au design dans l'industrie qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Quand moi, j'ai commencé en 94, Ouais. quand je suis arrivé sur le marché du travail en 94, 95, c'était bon, designer industriel, tu étais un peu. On n'était même pas référencé à l'époque à ce qu'on appelait à la NPE, Oui. ou à l'APEC. Ouais. On cochait au case. Il y avait ça, c'était un métier qui n'existait pas. Dans les référencements INSEE, on n'était pas là. Donc, inutile de te dire que dans les entreprises, c'était pas évident d'arriver à. Ouais, à légitimer sa place et à se dire, bah, à légitimer écoutez-moi, sa j'ai des place. choses à dire. Et c'est vrai qu'il y a une subjectivité derrière le design qu'on a évoqué et qui effraie un peu les entreprises. Ouais, ok. Donc là, c'est aussi à nous d'être bons. Oui, bah oui. En fait, c'est aussi, je trouve qu'il y a un gros manque de. Tu dis que c'est compliqué, mais je trouve que c'est un peu de notre faute en tant que designer. Ah bah oui, C'est c'est sûr. de pas montrer aux gens, à part pour le meuble, parce que du coup, c'est associé vraiment à ça, mais se dire, mais regardez, le designer, il a travaillé pour McDo ou il travaillait pour je sais pas quelle autre marque, et regardez ce qu'il en a fait, regardez les résultats que ça a eu, mais ça, c'est pas communiqué.
Et je trouve que c'est un peu la faute du designer de pas mettre en valeur, je trouve, enfin mettre en valeur, juste de communiquer son travail pour montrer à des entreprises Alors, qu'il y a un réel intérêt de faire venir ces talents-là. ouais, c'est un peu la valeur du design, Ouais. mais elle n'est pas évidente à quantifier. Alors, il y a des études qui ont été menées par différents instituts, voilà, mais la valeur apportée par le design, alors, il y avait un CEO de Jaguar qui disait, si vous vous posez la question Ouais. du coût d'un design, posez-vous la question du coût d'un mauvais design. Dans le design, ouais. Ouais. Et, et effectivement, voilà. Il faut bien résumer le mot Ouais. enfin, cette phrase résume bien le sujet, quoi. Donc, elle résume bien voilà, le rôle du design, mais on, on- on a encore un peu du mal aujourd'hui à quantifier, nous, sur des créas. Enfin, c'est pas toujours évident d'arriver à quantifier la valeur ajoutée. Surtout quand tu vois, tu participes, quand on accompagne Weezings et qu'on fait le premier test personne connecté, le premier, je trouve qu'il a très bien marché, ça a été un succès, ils ont vendu, en tout cas, ça leur a permis de prendre une place. Et aujourd'hui, ils sont numéro 1 sur le marché de la balance connectée dans le monde. Ouais. Clairement, le design a été un vecteur, mais tu vois, il n'y a pas un avant et un après. Enfin, ils ont commencé par se produire, on n'a pas toujours des éléments de comparaison pour savoir ce que le design apporte. C'est pas toujours évident d'arriver à quantifier. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis, Ok. Et parce qu'après, il y a tout l'aspect aussi marketing, l'aspect vente. En fait, c'est aussi, en fait, il est un peu au milieu de tout un tas de de maillons toute façon, qui font que si ces maillons-là sont déjà pas un bons, succès le comme design ne va pas sauver l'entreprise, quoi. un succès comme un échec, de toute façon, c'est multifactoriel. Ouais. S'il y avait une recette pour avoir que des succès, tout le Mhm. monde l'appliquerait. Ouais. Donc, on sait que le design est une manière d'avoir du succès, mais on a fait des produits qui ont été des échecs et on en tire des fois même plus d'enseignements que des produits qui ont été des succès. Voilà. Ok. Et ça fait quelques temps que j'avais commencé à le faire, parce que de temps en temps, ça m'arrive de faire des interventions, des conférences, Ouais. des petites notes comme ça pour présenter un peu notre travail, ce qu'on fait, ou, voilà. Et j'avais commencé à faire, et je pense que là, il va falloir que je m'étale, bien sûr, en tout cas, c'est présenter tous nos échecs. Et ouais, cool. Parce que souvent, on se présente sous l'angle des. Voilà, là, tu nous parles de Free, ça a marché. Magno, on en parle. Weezing, ça marche. Voilà, on marque des produits qui Ouais, marchent. c'est ça. Mais on a aussi. Mais on a fait des produits qui n'ont pas marché. Qui n'ont pas Mhm. marché. Donc voilà. Donc, alors après, c'est facile de dire quand un produit marche, c'est grâce au design. Et puis si le produit ne marche pas, c'est pas le design, c'est parce qu'il a été Oui, mal ouais, c'est marketé. autre chose. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon. On a fait des produits qui ont très bien marché. Si ça se trouve, le design n'a pas été structurant dans le succès. C'est peut-être Mhm. aussi le positionnement prix, le service, le marketing, arrivé au bon moment, une offre. Et comme voilà, on a pu avoir des échecs et le design avec des très bons designs. Moi, il y a un produit on a fait un produit il y a quelques années pour Invoxia, qui est un produit que j'adore, qui est un des produits que je préfère de ceux qu'on a fait en termes d'usage et qui malheureusement n'a pas trouvé son marché Ok. Et c'était pour plein de quoi? raisons intéressantes. C'était une radio qui s'appelait Tribi pour Invoxia, Ah, ça me dit rien. Ok, qui j'irai était une voir. radio Mettez au montage rectangulaire. l'image. Alors voilà, c'est un produit comme ça. Alors ça, Ah, c'est ok. la V2, mais on a une première version qui était un produit qui était partagé pour la famille, qui est Mhm. aimanté, qui se met sur le frigo, qui permet d'avoir accès à tes radios web et à ta musique Ouais. en Bluetooth, mais surtout qui est connecté à ton téléphone et qui permet aux enfants, avec les boutons, donc là c'est la version 2, mais s'ils appuient sur 1, ils vont pouvoir appeler papa, s'ils appuient sur 2, ils peuvent appeler maman. Ah, Et top. donc, et toi, tu peux les appeler, c'est un interphone. Et Ok. donc moi, j'ai eu avec mes enfants, ça a été pendant des années. Ils rentraient de l'école, ils m'appelaient, ils me demandaient où j'étais. Moi, j'ai appelé sur le Tribi pour leur parler en main libre. Et tu peux envoyer un petit message qui va s'écrire sur l'écran e-ink. Ouais. Et quand tu écris un message de l'extérieur, tu as un petit drapeau qui est ici, là, qui sort, qui te dit qu'il y a une notification de message. Ah, Donc c'est l'enfant, il génial. voit qu'il y a un nouveau message, C'est il va top. lire le message sur l'écran e-ink, et Ouais. il appuie sur le drapeau pour dire qu'il a lu, et toi, ça t'envoie une notification de lecture. Donc c'était un petit objet pour toute la famille, pour les enfants, pour raconter des histoires, téléphoner, etc. Et en plus, avec une qualité audio qui est vraiment bon. Et moi, j'écoutais ma radio, ma musique dessus, je l'écoute Mhm. encore. J'en ai encore un chez moi, tu vois, je continue à l'utiliser. C'est un super produit qui a été travaillé comme un petit magnète que tu mets sur le truc, que Ouais, tu ouais. peux prendre, qui a une poignée en élastomère qui résiste au choc, qui a un super son.
En termes techniques, c'est un super produit. Et pourtant, il a été Échec. très difficile pour le coup à marketer. Voilà. Alors, quand tu l'expliquais aux gens et quand tu l'offrais, les gens l'adorent. Il y a une adoption, tous les retours qu'on a eu quasi systématique de tous les gens à ce produit-là. Mais Ouais. par contre, quand vous le mettez en rayon à la Fnac ou sur une marketplace comme Amazon, pour comprendre ce que ça fait et le bénéfice que tu peux en c'est vrai. avoir, bah, tu ne sais pas si c'est une radio, si c'est une enceinte, si c'est un interphone, si c'est. Et du coup, bon, c'est un produit qui ne coûtait pas non plus 49 euros, il était un peu plus cher, donc c'était un petit investissement à avoir. Donc voilà, plein de points. Une notoriété de marque qui est une Voxia, bah, c'est pas, voilà, on n'est pas chez Bose, hein, c'est pas non plus, voilà. Donc, et donc voilà, plein de questions qui se posent, qui sont intéressantes de comprendre pourquoi un super produit en termes de fonction, d'usage, et qui en plus pour l'avoir testé pendant des années, et pas que moi, mais dans mon entourage, il y a des gens vraiment qui a une adoption qui marche bien, et pourtant, bah, il n'a pas marché plus que ça. Ouais, c'est peut-être, comme tu dis, le nombre d'usages en fait qui sont tellement, il y en a tellement énorme que du coup, tu sais pas sur quoi communiquer. Du coup, peut-être qu'il y a eu Il y a plein de produits comme ça où la multifonction, pourtant là, a un sens, parce que pour le coup, il y a une polyvalence qui est intéressante, mais par contre, qui se retrouve confronté au canal de distribution qui fait que qu'est-ce que tu achètes? Comment tu le dénommes? C'est quoi ce produit-là? Comment tu le qualifies? Ouais. Ouais, en fait, Enceinte connectée? ouais, c'est ça. Tu Mais te c'est retrouves une face à connectée. un truc un peu hybride qui fait à la fois Donc ça, c'est à un la truc fois ça. hybride, tu vois, tu peux passer des appels avec, tu peux être appelé avec, tu peux envoyer des messages, tu peux, oui, c'est une enceinte connectée aussi, mais tu peux écouter ta radio. Enfin, donc tu peux plein de questions par rapport à ça, et du coup, bah, cette multifonction qui est hyper agréable et hyper pratique à l'usage, elle est très dure à qualifier. C'est vrai. Et donc, bon, après, très dur à vendre. Mais du coup, ouais, donc vous avez appris de cet échec-là pour éviter peut-être maintenant de mettre tout dans un produit, parce que vous savez qu'en marketing, après, Aujourd'hui, oui, on essaye effectivement, quand on discute avec des entreprises et qu'on a des briefs comme ça sur des projets un peu multifonctions, on fait une mise en garde. Ouais, On dit, ok. c'est quoi la proposition de valeur principale? Ouais, Est-ce qu'on ouais, ne ouais. peut pas se concentrer sur ça pour essayer d'avoir une proposition de valeur principale? Voilà. Pour essayer justement encore une fois, de simplifier les choses, mais dans le bon sens du terme, pas une simplification, voilà, et essayer de voir comment on peut le. Ok, top. Bah, écoute, Pierre, ça fait 1h45 qu'on discute. Ah bah ouais, On pas a mal. un peu dépassé le temps. Donc c'est pas grave. C'est vraiment c'est hyper intéressant d'avoir tous ces détails-là et toutes ces histoires. Est-ce que tu aurais un designer que tu aimerais écouter, que tu aimerais entendre pour une interview, pour un prochain épisode? Oui, il y en a que j'aimerais bien entendre, tu vas peut-être connaître, c'est Jean-Louis Fréchin. Ah oui, ouais, carrément. Voilà, De No Design, c'est ça? de No Design, exactement. Ouais, carrément. Ouais, parce que lui, il est confronté à tout. D'abord, c'est quelqu'un qui a une culture design, voilà, qui a en plus qui est un peu un personnage, qui a un franc-parler, Ouais. du coup, assez intéressant et qui a un regard assez singulier sur, voilà, sur la société, le monde du design qu'il connaît bien, que ce soit à travers l'éducation, et qui en plus, à travers toutes les questions qui se posent depuis des années autour du numérique, aujourd'hui, avec tous les changements qu'on est en train de vivre avec l'IA, avec tout ce qui arrive, parce que là, il y a un regard intéressant à avoir de ce côté-là. Ouais, complètement. Ouais. Quelle est la Dans la place du pratique du design design. quand le numérique prend énormément de place? Exactement. Et bon, on peut dire que c'est quand même un des experts du numérique aujourd'hui en France sur ces questions-là, donc ça va être assez intéressant d'avoir son point de vue. Carrément. Et bah écoute, je vais faire le nécessaire pour essayer de l'inviter. Voilà. Bah, merci beaucoup, Pierre. Ah ben de rien. C'était vraiment Avec hyper plaisir. intéressant. Super agréable. Très chouette. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci pour tout ce que tu as transmis, tout ce que tu nous as dit. Top. Bah, écoute, Bon, merci beaucoup. parfait. Merci Hugo. Merci à toi. Ciao. À la prochaine. Salut. À bientôt. Ciao.